Nous sommes arrivés à la fin de l'année et la fin de l'année, c'est souvent synonyme de bilan pour bien commencer la nouvelle année. Là, je commençais un peu à regretter, toi. Je me suis dit, putain, merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Et donc, je rentre dans la prison. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui revient après plus de 6 mois d'absence ? Je crois que ça fait 6 mois, il me semble. Ouais, je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Donc aujourd'hui, on va faire un petit bilan de l'année 2017, on va parler un petit peu de nos visions pour l'année 2018. C'est un épisode qui revient pour faire un peu le point, pour montrer aux gens et pour prouver aux gens que Paul n'est pas mort. Donc on ajoutera avec cet épisode une photo de Paul qui tient un journal d'aujourd'hui pour prouver qu'il n'est pas mort. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont posé la question, parce qu'on t'a pas trop entendu parler de toi en ligne et peut-être que tu diras un petit peu pourquoi est-ce que t'es pas aussi visible que d'autres personnes. Donc le thème de l'épisode, c'est petit bilan de l'année 2017, leçons apprises, meilleurs livres, et puis un petit peu notre vision pour l'année prochaine. Paul, comment vas-tu ? Je vais bien, toi. Très bien. On peut peut-être parler une seconde de la raison pour laquelle les gens n'ont pas trop entendu parler de toi, parce que je pense que ce sera la question que les gens se posent. On parlera plus en détail de ces sujets-là dans l'épisode de la semaine prochaine avec une liste de questions-réponses. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fabriqué pendant l'année dernière et puis pourquoi est-ce que les gens n'ont plus autant entendu parler de toi ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire parler de moi, en fait. Donc, moi, je me concentre sur mon business qui, en l'occurrence, n'est pas basé sur moi personnellement. Donc, je n'ai pas vraiment de raison de faire parler de moi publiquement ou quoi que ce soit. C'est à peu près, ça s'arrête à peu près à ça. C'est vrai que c'est une déformation bizarre parce que les gens regardent ils s'imaginent que les gens qui font du business en ligne, c'est ceux qui en parlent. Je suis un exemple typique de ça, c'est-à-dire que mon business consiste principalement à parler, à créer du contenu. La majorité des business ne fonctionnent pas forcément comme ça, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des business qui fonctionnent vachement bien et qui n'ont pas vraiment de raison de faire parler d'eux ou d'avoir une marque personnelle ou de créer du contenu. Et c'est drôle que du coup, les seules personnes qui sont visibles, c'est ceux qui en parlent, et les gens qui ne sont pas trop dans le milieu peuvent avoir l'impression que si tu n'as pas une audience et si tu ne fais pas du bruit, ça veut dire que tu n'existes pas sur le truc, alors qu'en fait, c'est souvent l'inverse. Hein. C'est clair que ton business est plus gros que n'importe quelle personne qui est connue en ligne et qui fait du contenu, moi y compris, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que je pense que du coup, ça crée le... Et moi, ça a été totalement mon cas, c'est que dès que tu as un peu de succès, tu penses qu'il faut que tu en parles pour ensuite créer un business autour de ce succès-là, en fait. Du coup, d'avoir ton business principal et en plus de vendre des formations ou autres en expliquant comment tu as monté ce premier business, quoi. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout obligatoire et c'est à chacun de voir ce qui est plus intéressant, soit complètement se concentrer sur son business ou alors essayer de faire un peu les deux. Donc, tu avais fait un pas dans cette direction avec le site sellingmachine.fr. Les gens se posent souvent la question parce que les gens ont entendu parler dans les premiers épisodes de Nomade Digital et n'arrivent pas à le retrouver. Donc, le site aujourd'hui n'est plus en ligne, le podcast Selling Machine n'est plus en ligne. Est-ce que tu peux nous dire juste en deux mots pourquoi est-ce que toi, tu as décidé non seulement d'arrêter de passer ton temps là-dessus, mais carrément de le retirer de la circulation ? En fait, je voudrais donner une réponse assez complète et vu que ça fait partie des questions pour l'épisode d'après, je répondrai dans l'épisode d'après. Comme ça fait un Donc, petit teaser et ça pour incite les l'épisode gens suivant. à écouter exactement. Excellent. Parlons du coup de l'année dernière. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode de Nomade Digital. Nomade Digital, c'est un podcast où, soi-disant, on parlait de différents sujets pour transmettre du contenu, mais où souvent, en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'on parlait un petit peu des leçons que nous, on avait apprises, des erreurs qu'on avait pu faire, des choses qui nous trituraient l'esprit au moment où on allait enregistrer l'épisode. Donc, c'est le cas de faire un petit peu un petit survol de l'année dernière et de voir ce que tu as pu apprendre concrètement de ton expérience. Quelles sont les principales leçons pour toi de l'année 2017 ? Pour moi, la leçon principale, très 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 loin, c'est
la gratitude, donc gratefulness en anglais. Je pense que ça a été l'habitude la plus utile que j'ai jamais pu prendre. Euh, Après, je pense que les gens qui ont déjà écouté les épisodes précédents, on a déjà beaucoup parlé, mais l'idée en gros, c'est que peu importe tes circonstances, de façon assez naturelle, ton niveau de bonheur va se normaliser. Donc même si tu penses, ah, si je gagnais 50 000 euros par mois, je serais plus heureux des hommes, ben, en réalité, tu vas être heureux pendant 3 mois, puis ça va revenir pareil. Et donc le seul moyen de changer un peu ce niveau de bonheur, en fait, c'est changer le référent. Et pour changer le référent, il faut faire un effort conscient pour, mettre en perspective ce qui ne va pas comparé à ce qui va bien. Et donc se concentrer sur cette partie, sur tout ce qui va bien et sur tout ce qui fonctionne bien. Concrètement, ça prend quelle forme? Tu as une habitude quotidienne pour renforcer ça? Il y a deux aspects. Le premier aspect, effectivement, c'est que tous les matins, j'essaie un peu de me faire une liste. C'est assez commun, une liste de 3 choses dont je suis reconnaissant. Et en réalité, c'est très facile à trouver, hein. C'est assez impressionnant. Et à chaque fois, tu te dis, putain, j'y pense jamais à ça, alors que c'est quelque chose duquel tu peux être reconnaissant. C'est un peu. Moi, je me rends compte à chaque fois quand je suis malade. Quand je suis malade et toi, que j'ai mal quelque part, ou alors que je suis totalement. J'ai plus aucune énergie. C'est là que tu te rends compte, putain, j'ai tellement de chance quand je me sens bien, quoi. Et donc, plutôt qu'attendre d'être malade pour remarquer ça, essayer de le remarquer chaque jour, tout ce qui est 3 choses desquelles être reconnaissant. Et la seconde chose qui est plus euh, spontanée, c'est que s'il y a quelque chose qui me fait vraiment chier, je sens que je commence à m'énerver ou que ça commence à prendre un rôle trop important, ou je commence à être anxieux, par exemple, je vais essayer de rapidement le mettre en perspective et oublier que c'est pas si important que ça, quoi. Euh, Ça, je dirais, c'est 2 aspects sous lesquels se manifeste la gratitude chez moi. Et toi, est-ce que tu as aussi t'as mis en place des trucs de ce type-là ou pas? Bah, j'ai la même pratique que toi sur la liste des 3 éléments le matin. Essentiellement, j'ai un petit carnet que j'utilise euh, voilà, c'est un espèce de journal quoi, où j'écris mes différents éléments. Et du coup, j'ai un peu copié l'idée du 5 minute journal, qui était un truc qui était mentionné par Tim Ferriss. Et en gros, c'était l'idée de dire, c'est un journal qui te prend 5 minutes par jour à prendre. Et tu as 2 questions le matin et 2 questions le soir. Et tes questions du matin, c'est entre autres 3 choses pour lesquelles tu vas avoir de la gratitude. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire franchement on and off sur toute l'année. Je ne l'ai pas fait de manière totalement régulière parce que parfois j'avais d'autres trucs qui prenaient le dessus, mais en ce moment, je le fais. Et voilà, ça fait un petit journal du matin. Tu fais ta petite gratitude. C'est vrai que euh, ça te permet de prendre quelques secondes pour apprécier les choses qui t'entourent. Et voilà. Et en fait, au final, tu t'aperçois euh, que ton business marche bien ou que tu as un problème dans ton business un jour X ou Y. Fondamentalement, ça affecte pas trop ta vie quotidienne et les choses autour de toi, quoi. Et au final, tu as toujours ton appart, tu as toujours les gens autour de toi, tu as toujours de quoi manger. Et c'est vrai que euh, on prend ça pour tellement un truc de base que ça peut toujours être un bon truc d'y repenser. L'autre élément qui est dans le 5 minute journal du matin, c'est en gros te demander qu'est-ce qui ferait que la journée d'aujourd'hui serait un succès. Et c'est plus une idée d'avoir une intentionnalité. De dire le matin, je commence ma journée, voilà ce qui est important, voilà ce que j'ai envie de faire. Donc c'est un truc qui va en fait être un peu une répétition de tes objectifs personnels ou de tes priorités. Mais le fait de répéter un truc chaque jour, ça a quand même un impact. Et donc le fait de chaque jour te dire, ok, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Et ça serait quoi un exemple, par exemple, ce serait avancer de façon concrète sur ma vidéo? Par exemple, je me dis, ouais, ok, si j'arrive à boucler la vidéo aujourd'hui, putain, ce soir je serai content parce que la vidéo est bouclée, j'en suis assez fier, voilà, elle est là. Deuxième chose, aller à la salle de sport, tu vois. Si vraiment je prends 1 heure et demie pour aller à la salle de sport et faire le truc, voilà, ça sera une bonne chose de fait. Et, ouais, ça sera. Et troisièmement, voilà, si j'ai le soir 1 heure pour lire un bouquin, je serai content, tu vois. Et c'est des trucs que probablement j'aurais fait dans tous les cas. C'est pas sûr que j'ai plus de chances de le faire en les ayant notés, mais tu te dis, ok, chaque jour tu te forces à penser qu'est-ce qui est important aujourd'hui, et ça renforce un petit peu, tu vois. Versus il y a plein d'autres trucs que je fais, mais qui sont pas forcément aussi importants. Bah, tu vois, je passe quand même beaucoup de temps à faire tout ce qui est email, à faire des appels à droite à gauche, etc. C'est des choses qui font aussi partie du business et qui sont dans le day-to-day, tu vois. Mais renforcer le fait que il y a quelques éléments pour moi qui sont les plus importants, et pour moi vraiment, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est
actuellement, c'est la création de contenu. Enfin, créer un truc, tu vois, créer un truc concret, une idée un petit peu nouvelle. Et puis un peu des bonnes habitudes. Je suis reparti là, à fond sur la méditation. Euh, et, et, euh, et puis le sport. Enfin, le sport, moi, c'est un truc qui, au fil du temps, prend de plus en plus d'importance dans ma vie. J'ai jamais été quelqu'un de très sportif, mais les bénéfices que ça a en termes euh, même simplement de mentalité et de sommeil. Pour moi, ça a changé beaucoup mon sommeil aussi. Et ça, pendant longtemps, le sommeil, ça a été un des pires trucs de ma vie. Donc, tu vois, c'est des trucs, se rappeler chaque jour que ouais, c'est important de le faire, c'est pas mal. Et le deuxième petit truc sur le 5 minute journal que je vais mentionner, c'est le truc du soir. Et le soir, c'est plus une review de la journée. C'est te dire, OK, qu'est-ce qui était cool aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et Et tu là, le fais c'est pareil. systématiquement, ça, parce que j'essaie de le Bah, mettre en place et ouais. typiquement, genre, je le ferai pas, quoi. En fait, Ça m'énerve de devoir repenser la journée, en fait, ouais. bizarrement. En fait, on en parlait avant l'appel, mais moi, mon système de productivité est basé autour d'un carnet papier, en fait. Donc, c'est un truc extrêmement minimaliste où Est-ce que tu as un chaque jour, très j'ai beau une liste de carnet avec un tâches. très beau stylo ou tu t'en fous? Non, en fait, moi, j'aime bien les stylos qui écrivent bien, mais j'aime bien avoir les carnets pourris. Je sais pas, j'ai un truc où les gens qui ont besoin d'un pur Moleskine fabriqué en papier organique, avec un stylo fabriqué au Japon par un artisan et tout, je me dis, mais c'est un peu comme les gens, tu vois, pour méditer, ils ont besoin d'être dans un ashram avec de l'encens, etc. Si pour pouvoir faire ta pratique, tu as besoin d'avoir une situation autour de toi qui est parfaite, ta pratique, elle est fragile pour moi. Donc, du coup, j'ai un carnet basique que j'ai acheté à 2 euros. Et j'en ai deux, du coup. Et j'en ai un qui fait les tâches de la journée. Et j'en ai un qui est plus le journal où je fais le 5 minute journal, etc. Ce qui fait que les tâches de la journée, je suis un peu obligé de les faire. Parce que si je me lève le matin et que j'ai pas de tâches, à un moment donné, je suis obligé de les faire. Et donc, du coup, je vais à mes carnets pour le faire. Et j'essaye d'accrocher un peu les autres. Grosso modo, en termes d'habitude, ce qui marche le mieux, c'est d'accrocher à la nouvelle habitude que tu veux, une habitude que tu as déjà. Et comme j'avais déjà l'habitude de mettre les tâches dans le carnet parce que j'en ai besoin, en fait, je trimballe toujours mes deux carnets en même temps. Donc pour en prendre un, je suis obligé de voir l'autre. Et vraiment, ça prend pas longtemps. Donc je suis déjà dans une démarche d'ouvrir mon carnet, d'avoir mon stylo, machin. Tu vois, ça me prend pas longtemps. Et du coup, l'habitude tient plutôt bien. Mais franchement, cette habitude-là, je l'ai pas faite en continu pendant l'année. Il y a des périodes où je le fais pas. Il y a des périodes où je le fais tous les jours. Euh, voilà. Mais tu vois, ça prend pas beaucoup de temps et il y a un petit bénéfice à le faire. Plus important pour moi actuellement, c'est la méditation où j'étais horrible cette année. Je pense que 2017, ça a été ma pire année de méditation depuis que j'ai commencé. Parce que la méditation, c'est un truc, quand tu commences, les 5 premiers jours, c'est chiant, quoi. Tu perds ton temps, etc. Donc il faut en fait le faire pendant X jours d'affilée. C'est une habitude qui te rapporte des bénéfices que si tu l'as fait pendant une longue période. Ce qui fait qu'en 2017, j'étais très mauvais là-dessus et l'année prochaine, je compte bien le changer parce que c'est incroyable de dire que un truc dans ma vie, je l'ai testé, ça marche, ça améliore ma vie, et pourtant je le fais pas, quoi. Tu as arrêté, ouais. Ouais, ouais, c'est quand même assez fou que ça puisse arriver. Donc là, c'est aussi un focus pour moi. Parlons de tes autres leçons de l'année 2017. Mes autres leçons, je dirais que c'est un peu, au vu de la croissance de la boîte, mon rôle a pas mal changé. Et je dirais que maintenant, 95% de mon boulot devrait être, en gros, recruter, mettre en place un système, donc comment la boîte tourne, et manager les gens qui font partie de ce système-là, quoi. Tu dis devrait être, mais c'est pas encore le cas. Bah non, de toute façon, c'est toujours un truc. Je pense que c'est après, je pense qu'il y a une chose à retenir du podcast digital, c'est que c'est ce que tu devrais faire, mais qu'au final, ouais, tu fais de ton mieux, quoi. Donc c'est pas encore à ce niveau-là. Tu Mais dirais d'ailleurs, aujourd'hui, si tu devais quantifier, tu en es à combien de pourcents de ton temps qui est passé sur ces tâches CEO et combien de pourcents ne l'est pas? peut-être 35% qui est passé dessus, ouais. 30, Et, 35%. et le reste, c'est quoi? C'est des tâches qui devraient être faites par un employé, mais t'as pas la bonne personne? C'est quoi? C'est ça. Non, effectivement, c'est beaucoup ça. C'est que j'ai pas la bonne personne ou après j'ai un réflexe très mauvais que il va falloir que je commence à me retirer de ça. C'est un peu, des fois, je me dis, si je veux être sûr que ce soit bien fait, il faut que je le fasse moi-même, en fait. Et donc, il y a des fois, je me retrouve à faire des trucs totalement. Là, par exemple, ce matin, j'ai passé 2 heures à faire un truc qui fait, c'est du niveau data entry, quoi. C'est tu cliques, toi, c'est tout débile. Mais je voulais que ce soit fait maintenant et voilà, je voulais pas avoir à expliquer à quelqu'un d'autre comment faire. Toi, c'est un peu une solution de facilité et c'est vrai sur le très court terme, effectivement, peut-être que c'est mieux, mais voilà, sur le long terme, c'est tellement débile. Il y a un Donc truc c'est que quelque j'ai chose sur lequel remarqué je aussi, travaille, quoi. c'est
Je te coupe, mais excuse-moi. Vas-y, vas-y. Quand quelqu'un fait quelque chose et il y a des petites modifications à faire, je me dis, oh, ok, c'est bon, je vais le faire, je vais modifier le truc, tu vois. Et j'ai réalisé que, enfin, est-ce que je me sens bizarre de dire, ok, change ça, 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 parce que ça aurait été aussi rapide pour moi de le changer, probablement plus rapide que de dire au mec de le changer. Mais au final, si tu fais tout toi-même et tu corriges tout, les gens n'apprennent pas. Et c'est un truc tout con, tu vois. Mais moi, je suis encore en apprentissage là-dessus. Et c'est marrant que tu dises ça parce que ça correspond exactement à mon second point. Mon premier point, donc, c'est l'aspect, je pense, où je me suis beaucoup plus amélioré cette année, c'est le recrutement. Dans le sens où avant, j'avais un processus très artisanal. Et je me basais beaucoup un peu sur l'instinct, en fait. Donc, j'ai entretenu une personne. Si je le sentais bien, je prenais la personne, mais ça pouvait même dépendre de mon humeur du jour, en fait. Si je passais une bonne journée, bah, peut-être que j'allais recruter, alors que si j'avais passé une mauvaise journée, j'aurais pas recruté. C'était très. Je pense qu'on a instinctivement, on pense tous qu'on est très bon pour. Des juges de Comment dire? personnalité. C'est ça. Alors qu'en réalité, je pense pas que ce soit forcément le cas. Donc maintenant, j'ai un process qui est vraiment assez complexe. Enfin, non, il n'est pas complexe, il est élégant. Ouais. Et d'ailleurs, je l'ai copié sur celui de Noah Kagan. Donc, si vous tapez Noah Kagan Hiring, je pense, sur YouTube, vous allez trouver un truc très similaire. Mais c'est en gros, j'engage des freelances pour poster partout sur Internet les offres d'emploi. Non, partout. Ce qui fait que je reçois peut-être 50, 100, 150 CV par jour, ce qui est beaucoup quand même. Et donc, en fait, il y a une réponse automatique à chaque fois qu'une personne envoie sa candidature, en lui demandant de remplir un formulaire Google, en fait. Euh, et ça, c'est de l'or, quoi. Parce que la façon dont les gens répondent à ton formulaire, notamment si tu poses des questions un peu qui justement testent un peu qu'on appelle ça, l'autonomie, la capacité de rechercher des informations, ainsi de suite, ça t'en dit 1000 fois plus qu'un CV, quoi. Et donc, ça permet de filtrer très rapidement les gens. C'est-à-dire que peut-être 97%, 98%, enfin, les candidatures sont refusées parce C'est que, quoi? Ils sont pas capables de répondre correctement à des questions simples du type donnez-moi un lien vers votre profil LinkedIn et oui, bah, y a pas, déjà, ce genre de questions, effectivement, c'est assez hallucinant. Et puis après, tu as des questions, par exemple, trouvez-moi, j'ai envie de rencontrer Elon Musk, comment est-ce qu'on peut faire, toi? Trouve-moi des solutions concrètes pour rencontrer Elon Musk. Et toi, donc du coup ça teste trois trucs. Les capacités de la personne à faire des recherches, donc aller sur Google et chercher Elon Musk, apprendre un peu plus sur la personne, ainsi de suite, comment il s'organise, machin. Second, ça, ça teste un peu sa créativité. Tu vois, comment, justement, avec ces informations-là, elle peut arriver au but recherché qui est de rencontrer Elon Musk. Et trois, ça teste aussi sa capacité à écrire un plan très concret, en fait, avec des étapes, ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant parce que tu as des gens qui répondent d'une façon absolument géniale. ce serait quoi une bonne réponse à la question de comment rencontrer Elon Musk? Comment répondre? J'en ai une qui était assez marrante. C'est euh, c'est un mec qui disait ma sœur, elle est belle, elle est blonde et apparemment il les aime bien, quoi. Donc, c'était pas ça. Toi, Tu sais c'était marrant. qu'il y a apparemment des vrais exemples comme ça de gens qui ont demandé à leur assistante de prendre un rendez-vous avec Elon Musk et il a dit ok ouais je Ouais. vais aller dîner avec vous. Mais non, il y a par exemple une réponse qui est intéressante, c'était en gros que t'as un mec, enfin t'as Elon Musk qui est un gros fan de Buzz Aldrin qui allait sur la Lune. Et à ce moment-là, Buzz Aldrin, tu sais, il a sorti un livre et il passe dans les librairies pour les signer. Et donc, du coup, offrir un livre de Buzz Aldrin dédicacé à Elon Musk, ça pourrait susciter son intérêt, toi. Et ça, c'est intelligent, toi, parce que la personne a fait des recherches, elle a été créative, toi, et ensuite, elle a mis en place un plan, quoi. Et donc ça a une valeur assez monstrueuse. Et en plus, l'avantage aussi, c'est du coup, ça teste quand même pas mal la motivation de la personne à postuler. Et notamment, ce que je fais aussi, c'est que j'inclus dans l'email où je demande de remplir le formulaire Google, j'inclus aussi un peu l'histoire de la boîte, les principes de la boîte, pour que du coup, ça divise pas mal les gens, parce qu'il y a certaines personnes qui lisent ça et qui se disent, ouais, cette boîte, ça a l'air exécrable, je veux pas aller là-dedans. Et d'autres, au contraire, il faut absolument que je sois recruté par cette Et boîte. pourquoi est-ce que ça serait exécrable? Parce que t'as une vision particulière sur quoi? Sur la croissance, Oui, il y a des principes assez, je pense, qui peuvent être un peu controversés. par exemple. Euh, Par exemple, le fait de ne pas séparer vie personnelle et c'est work-life balance, en gros, Ouais. en disant que de toute façon, le travail fait partie de ta vie et que généralement, tu balances, je n'aime vraiment pas ce principe parce que ça veut dire que si tu prends d'un côté, tu retires de l'autre, tu vois. Alors que c'est pas. Toi, si tu es heureux au travail, tu vas pouvoir être heureux dans ta vie personnelle et si tu es heureux dans ta vie personnelle, tu vas être heureux au travail, quoi. Ouais. Et donc un peu retirer ce concept-là.
Un autre truc aussi qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on soit distribué, donc remote, donc en télétravail. Bizarrement, 90% des gens, je dirais, détestent absolument ça, quoi. Ils veulent absolument pas. Ils veulent avoir des collègues qui voient chaque jour. Et je pense qu'il y a l'aspect social qui est assez important, notamment. Euh, donc voilà, t'as certains trucs comme ça qui sont un peu repoussoirs et c'est pas plus mal, quoi. Ce qui veut dire que c'est peut-être un avantage pour les gens qui écoutent Nomade Digital. C'est-à-dire que la plupart des gens ne veulent pas de ces boulots où ils peuvent devenir nomade digital, effectivement. C'est-à-dire, je suis pas sûr d'avoir compris. Si les gens sont repoussés par l'idée d'être remote, ça veut dire que voilà, beaucoup de gens qui veulent être employés ne veulent pas de ces jobs qui, pour d'autres personnes, et je pense par exemple aux gens qui nous écoutent mais qui ne sont pas encore en position nécessairement d'avoir leur propre business, c'est des emplois qui peuvent être intéressants pour vous et en fait qui peuvent être atteignables si tu dis 90% des gens, ça ne les intéresse pas. Après, il y a aussi l'autre facteur autre remote, c'est que la plupart des gens, notamment en France, sont très très axés sur CDI, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir un CDI, ils veulent cotiser pour la retraite et ainsi de suite, quoi. Euh, et donc forcément, quand tu proposes euh, un emploi remote, il y a un risque supplémentaire qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, donc ça aussi, ça joue. Après, il y a plein de... euh, L'âge moyen aussi dans la boîte est très jeune. Donc toi, c'est pareil, ça peut repousser certaines personnes, ça peut en motiver beaucoup. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que d'ailleurs, j'en ai recruté par exemple trois personnes qui ont plus de 40 ans. Euh, et du coup, je reçois beaucoup de retours de personnes un peu plus âgées. 40 ans, c'est pas non plus super âgé, mais bon. Qui sont justement motivés par cet aspect équipe jeune, quoi. Euh, donc ça dépend. Du coup, ça filtre vachement les personnalités. Et donc, t'as le premier filtre, en gros, des gens s'ils veulent postuler ou pas, basé sur un peu l'identité que tu as donnée à ta boîte. Ensuite, tu as le filtre des formulaires Google. Et ensuite, tu as un filtre entretien. Et le dernier filtre, c'est tâche test. Donc ça, c'est un truc assez simple, c'est que je regarde dans ce qui doit être fait par la personne quand elle occupera ce poste-là. Et en gros, j'en fais une petite version condensée. Et la personne a 4 heures pour faire cette tâche-là. Et basé sur ça, je la recrute ou pas, en fait. Comment ça, elle a 4 heures, tu sais qu'ils sont disponibles à l'avance? Comment est-ce que C'est tu ça, fais on pour t'assurer? s'organise par exemple dimanche entre 13 et 17 heures, voilà, Ok. t'as 4 heures. Avec l'idée qu'avant je ne donnais pas de limite de temps et du coup le problème c'est que tu as des gens qui font du très bon travail mais qui sont trop lents, quoi. Ah Et ouais. donc Ah, c'est intéressant. les deux sont importants, ouais. Et notamment la rapidité c'est une valeur assez rare, plus que d'ailleurs le faire du bon travail. Trouver des gens qui sont rapides et qui font du bon travail c'est assez rare. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui associent un peu, qui créent un peu une fausse dichotomie en disant que en gros si tu travailles vite, c'est que c'est bâclé, alors que si tu travailles lentement, c'est du travail de qualité, quoi. Alors tu peux faire du travail lentement de merde et aller vite et faire du bon travail, quoi. Et donc c'est un peu ce genre de personne que tu recherches parce que c'est l'idéal, quoi. Tu Et payes les gens pour le test? oui, je paye les gens pour les je les rémunère 15 euros de l'heure, donc 60 euros, pour pas qu'il y ait de dette, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ouais. Ouais. Et donc, tu es passé d'un système essentiellement où tu avais juste quoi? Tu avais un CV, tiens, ton CV a l'air pas mal, on va faire un entretien. Et ensuite, c'était oui ou non sur l'entretien? C'est exactement ça, ouais. C'était vraiment, ouais, maintenant, à l'époque, ça me paraissait pas nul parce que j'ai l'impression que c'est la plupart des boîtes à recruter comme ça. En Ouais, fait, je c'est pas pense. le Ouais. cas. Oh, ouais, mais en fait, c'est ce que je pensais, mais du coup, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui travaillent dans des grosses boîtes. Et maintenant, les grosses boîtes ont des process assez sophistiqués, quoi. Euh, mais c'était un peu comme, en fait, c'est comme ça que tu le vois à la télé, en fait. C'est un peu, et même, non, mais en fait, non, je pense que c'est différent, en fait. C'est comme ça que tu le vois en tant que candidat, en fait. Parce que toi, en candidat, tu envoies le CV, t'es reçu pour un entretien et tu vois pas tout ce qui se passe dans le back-office à l'arrière, quoi. D'accord, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire sur la manière dont ils vont filtrer les CV, etc. J'avais entendu parler, je sais pas si c'est vrai, à l'époque j'étais en école de commerce, mais que ces boîtes qui reçoivent beaucoup de CV ont même des systèmes où ils ont un bot en fait qui Ouais, scanne différents mots-clés, qui va filtrer les gens et qui va uniquement faire ressortir les CV des gens qui ont mis certains mots-clés ou qui ont été dans certaines écoles et c'était même automatisé directement. Ce effectivement. qui, ce qui veut dire que si t'as pas les bons trucs, t'as aucune chance quoi. Même si tu crois avoir un CV super créatif, super unique, tu ressortais même pas du premier tri. Après, c'est assez dur, mais par exemple, l'école est quand même assez. Toi, c'était dans la 30e école de commerce de France. Toi, c'est. Après, tu peux avoir des gens. En fait, après, le truc, Et faut pour toi, c'est comprendre en tant que important recruteur. ça? En fait, c'est une question de probabilité. C'est-à-dire que tu as peut-être 1% de chance qu'une personne dans la 30e école de commerce soit excellente. Alors que si tu prends HEC ou ESSEC, tu as peut-être 50% de chance, tu vois. T'as des Donc, gens est-ce de que. HEC qui sont candidats chez toi? Non, candidat, ouais. Effectivement, je ne les ai pas pris au final. J'ai eu un HEC,
J'ai eu un ESSEC. Et après, j'ai recruté une personne de l'EDEC et deux personnes de l'EM Lyon. Euh, Et selon toi, le rang de leur école de commerce est quand même un indicateur relativement raisonnable de leurs compétences derrière? je dirais que de l'intelligence, oui. Globalement, t'as pas vraiment de miracle. Par contre, ce qui se passe, c'est que toi, réussir dans le milieu scolaire et réussir un peu dans le milieu du travail, ça n'a rien à voir. Toi. Tu peux être très bon scolairement et être très intelligent, mais derrière, ne pas avoir forcément. Et après, il y a aussi un truc aussi assez important, ça dépend où tu positionnes les gens. C'est-à-dire que faut que tu positionnes les gens là où ils pourront être les meilleurs, et c'est pas toujours ce que j'ai fait, tu vois. J'ai pas toujours réfléchi. En fait, l'erreur aussi que j'ai faite, c'est que au lieu de forcément recruter une personne par rapport à un poste donné, tu vois, même si ce poste était occupé, j'allais avoir un entretien avec la personne, je dirais, ça pourrait être pas mal. Et j'essayais un peu de voir où je pouvais caser la personne, en fait. Ce qui est aussi une très mauvaise idée. Donc voilà, toutes ces erreurs uniques fait que, maintenant j'ai un nouveau système en place sur lequel je peux compter et qui normalement devrait être beaucoup plus fiable. Et notamment les derniers recrutements ont été assez excellents, donc ça semble être sur la bonne voie. Par année, là, tu as recruté combien de personnes en 2017, en tout, y compris les gens qui sont partis? En 2017, du coup, c'était au total presque 20, je pense, hein, presque 20. En sachant que, du coup, je m'étais fait le compte, hein, je n'ai pas compté le nombre de gens que j'ai recrutés, mais j'ai compté le nombre d'entretiens que j'ai eu, et j'ai eu 170 entretiens. Et en CV, il faut que je regarde, mais on a reçu plus de 18 000 CV, quoi. Euh, Ok. donc c'est quand même, Ouais, c'est assez volumineux. cool. Euh, le point suivant, il me semble que tu as noté dans le document, c'est sur la question de la gestion de ses employés. C'est ça, et c'est ce dont tu parlais, c'est du fait de pas juste changer le document toi-même, mais de dire à la personne de changer le document que ça prend autant de temps de le faire, c'est qu'en fait, un truc que j'ai commencé à faire, que récemment j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, c'est expliquer à une personne très clairement c'est quoi son domaine de responsabilité. Dire qu'en gros, s'il y a un problème dans ce domaine-là, c'est à toi de le gérer, c'est à toi d'améliorer, c'est à toi de t'en occuper, c'est à toi, par exemple, un truc tout con, mais c'est à toi de gérer ce dossier dans Google Drive, toi, faire se organiser à jour, ainsi de suite. Euh, et d'être très clair là-dessus et donc de rester disponible si ils ont besoin d'aide, mais pas de babysitter ou pas de micromanager non plus, quoi. Et avec aussi une- dire clairement à la personne, moi je dis, c'est que dans ton domaine précis, tu sois un expert absolu, quoi. C'est-à-dire que tu en saches 10 fois plus que moi et que ce soit stupide de me poser la moindre question. Euh, et donc, tu un peu de placer ce standard-là, en fait. Et généralement, les gens, ils répondent positivement parce que, euh, en fait, les gens sont confortables sont plus à l'aise quand même quand ils peuvent te poser la moindre question et quand voilà, ils sont pas responsables de quoi que ce soit. Donc, ils sont plus à l'aise. Par contre, généralement, j'ai l'impression qu'ils sont plus satisfaits, plus heureux quand ils gèrent leur truc eux-mêmes, quoi. Donc, il faut juste les amener vers cette voie-là et leur dire que c'est les autoriser. Et ce que tu dis est intéressant parce qu'en fait, quand tu vas modifier le document toi-même au lieu de demander au mec de changer, c'est pas un truc explicite, c'est-à-dire que tu lui dis pas, bah, c'est pas toi qui es responsable, mais le mec, il va le ressentir comme ça, en fait, forcément. Et donc, il faut faire gaffe à tous ces petits trucs comme ça pour pas donner la mauvaise impression, en fait. Il y avait aussi une idée intéressante, alors je ne sais plus qui c'est, mais c'est peut-être Reid Hoffman ou quelque chose comme ça. C'était un mec qui était passé chez Tim Ferriss, il me semble, qui avait l'idée suivante, c'est-à-dire n'essaye pas d'ajouter trop de valeur. C'est-à-dire si quelqu'un vient te voir avec une idée et que son idée est bien et que tu as envie de la faire, essaye pas de lui dire ah tiens à la place tu pourrais faire ça et de l'améliorer de 2%, parce que d'un coup tu prends un truc où le mec il avait son idée et il allait exécuter son idée, et tout d'un coup toi tu as voulu modifier le truc et c'est devenu ton idée. Et peut-être que les 2% que tu as gagné en améliorant son idée légèrement sur la marge, tu le perds derrière dans le fait que la personne du coup n'est plus personnellement investie dans l'idée dans son idée, et où t'as un peu volé au gars ou à la personne qui t'a amené l'idée la possession de ce truc-là et l'idée que ok j'ai un domaine de compétences, mais un peu comme nous, tu sais, on a ce plaisir à avoir notre propre business, à avoir notre propre truc, à prendre nos propres décisions au sein même de ton business. Les gens peuvent y retrouver aussi une satisfaction. Et voilà, moi je me suis aperçu de ça, si tu veux. Pour moi c'était mon truc, c'était mon business, donc j'avais le droit de rentrer n'importe où. Et au final je volais un peu aux gens la satisfaction du travail bien fait en passant derrière et en faisant des petites modifications qui étaient pertinentes ou non. Fait que toi, de toute façon, tu auras toujours une façon de faire légèrement différente. Effectivement, je rejoins totalement ce que tu dis. Ça vaut pas le coup pour 1%, ça vaut pas le coup d'intervenir. Et il y a aussi un autre truc par rapport aux gens qui t'amènent des idées, c'est qu'avant, j'étais un peu, genre une personne m'a mis une idée, je pensais que c'était une idée de merde, mais tu vois, cette personne a fait l'effort de penser à quelque chose, de réfléchir à comment améliorer X ou Y, et donc j'allais lui dire, bah ouais, vas-y, tente. Mais le problème, c'est qu'après, je n'allais pas soutenir cet effort-là, tu vois.
Et donc, je pense qu'il faut mieux être transparent direct. Je pense que c'est une mauvaise idée pour telle raison, en disant, dans le contexte complet, tu vois, la personne peut comprendre si tu donnes les raisons. Parce que peut-être que la personne ne savait pas que c'était une mauvaise idée parce qu'elle n'a pas, toi, elle a pas la vue d'ensemble que tu peux avoir toi. Euh, être transparent là-dessus plutôt que avoir un côté un peu passif-agressif en disant vas-y, tente. Et après, quand ça marche pas, toi, tu es un peu énervé parce que tu as l'impression que la personne n'a pas eu du temps là-dessus, quoi. Donc, notamment, il y a le livre de Ray Dalio qui est assez intéressant là-dessus, sur l'idée de transparence radicale. Donc c'est Principles. C'est ça, et tu te rends compte que c'est très rare en fait, c'est le fait de dire clairement quand tu es en désaccord avec une idée ou autre, il n'y a rien de personnel, quoi. Parce que forcément, on prend tout le temps personnellement. Et donc, mettre ça clairement, il y a aussi Amazon qui a d'ailleurs le même principe, ça s'appelle Disagreement Commit. C'est en gros, si tu es en désaccord avec une idée, il faut que de façon la plus féroce possible que tu défendes ton point de vue. Mais une décision est prise, tu suis le groupe, quoi. Tu suis la décision qui a été prise et tu donnes, et donc tu commits, donc tu donnes à fond pour que cette idée réussisse en fait. Et de séparer un peu, et que cette idée en fait soit juste un débat intellectuel, quoi. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Et tu ne seras pas jugé non plus pour avoir défendu ton point de vue. Tu dirais que sur cette idée de pouvoir donner aux gens une ère de responsabilité claire, de ton point de vue pour toi, dans ta mentalité personnelle, quelles sont les émotions ou les blocages mentaux ou les modèles mentaux que tu as dû modifier pour pouvoir améliorer cette manière de gérer les gens? Euh, alors, je pense qu'il y a deux aspects très importants. Le premier aspect, auquel il faut faire très gaffe, et que je ne faisais pas assez gaffe au début, c'est qu'il faut expliquer, faut communiquer aux gens ta vision et leur donner un contexte aussi complet que possible pour qu'ils puissent prendre des décisions, en fait. Parce que du coup, si tu leur expliques pas tout, après, ils vont prendre des décisions sur lesquelles tu n'es pas d'accord, ou ils vont faire des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, et à chaque fois, tu vas corriger les trucs un par un, tu vois. Et donc, du coup, ça avance jamais parce que tu corriges un par un, mais tu n'expliques pas le contexte global, quoi. Donc, déjà, au début, prendre vraiment le temps. Et par exemple, imaginons le sales client, plutôt qu'envoyer la personne face à sales client, et après chaque message, lui dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, pendant, je sais pas, le premier mois, en gros, tous les messages, ils te les envoient tu sais, par exemple, tu mets en audio, hein, tu dis, bah ça, c'est pas bon pour telle raison, parce que dans ce cas de figure-là, on préfère faire ça pour telle raison, X, Y, Z. Tu fais le calcul en maths, si par exemple, c'est une question de maths. Euh, et donc, investir ce temps-là pour vraiment que la personne ait une compréhension aussi globale que possible, je pense que c'est l'aspect le plus important. Parce qu'après, une fois que. Logiquement, on a à peu près tous le même cerveau. C'est-à-dire que si la personne a les mêmes éléments que toi, dans 99% des cas, elle va arriver aux mêmes conclusions, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je ne me souviens plus, mais je ne pense pas que c'était très important. Donc, on va se contenter du premier qui, je pense, était le plus important de très loin. Le point suivant de tes leçons apprises, c'est sur les distractions. C'est ça, c'est un truc, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être de plus en plus sensible. Euh, enfin, j'ai du mal à le décrire en mots, mais t'as trop de bruit partout, quoi. C'est constamment, t'as du bruit dans tous les côtés. Et donc, cette année, je me suis pas mal amélioré pour juste couper, quoi. Couper, n'avoir rien à Je veux faire. dire, les réseaux sociaux, l'input, les emails, les messages Facebook. Mais enfin, sur plein de trucs, en fait, t'as peut-être 99,99%, c'est des trucs qui te servent à rien, qui t'apporteront rien. Donc, tu as les réseaux sociaux, par exemple, notamment maintenant YouTube, en termes de web marketing, notamment en France, tu as genre 36 000 chaînes, quoi. C'est. Et après, au sein de ces petits microcosmes, tu as des petites. Comment ça s'appelle? T'as des polémiques. Enfin, toi, tu as un bruit global qui est assez hallucinant. Et donc, maintenant, je fais un effort conscient pour m'enfermer et je m'en porte mieux. Et du coup, ça te permet aussi de rediriger cette attention vers le business et vers ce qui t'importe. Et aussi, ouais, c'est. T'as coupé quoi, par exemple, comme source? On Reddit. En fait, maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que je me donne des blocs de temps où je peux, c'est des cheat meals, quoi. C'est le même principe, des blocs de temps où je peux regarder ces trucs qui me servent à rien, quoi. Et le reste du temps, pas le faire. Parce que j'arrive pas à couper totalement. Par exemple, Reddit, pour une raison inconnue, j'arrive pas à couper totalement, quoi. Euh, et donc, j'ai coupé ça. Les vidéos YouTube, j'en regarde beaucoup moins aussi. Les réseaux sociaux, j'ai toujours été bon à pas trop me préoccuper, donc ça allait. Moi, la plus grosse baisse de très loin pour moi, ça a été l'actualité. Alors, je suivais beaucoup l'actualité, et maintenant j'ai beaucoup diminué ça. Est-ce qu'il y a autre chose de notable que j'ai coupé? Il y a un truc aussi que j'ai coupé qui est un peu différent, j'imagine, mais c'est
que ce soit avec des proches ou avec des employés ou autres, c'est que tu as des personnes qui, typiquement, essaient de t'entraîner dans des débats, en fait. Dans des débats, dans des longs paragraphes. Et donc ça, j'ignore. Un autre truc aussi, du coup, Par que j'ignore, message? c'est... Bah, par exemple, avec ma famille, des fois, par ma famille, certains membres de ma famille vont vouloir rentrer dans des discussions interminables, machin truc, et du coup, toi, j'évite ça. Ouais. Euh, et un autre truc aussi, c'est que, bon, je pense que le volume a diminué hein, depuis, parce que ça fait longtemps que j'ai fermé Selling Machine, mais je reçois encore pas mal de gens qui me contactent toutes les semaines pour me poser des questions. Et donc, Qui te contacte comment? Directement sur ton profil personnel Facebook? Facebook, beaucoup par email. D'ailleurs, je viens de désactiver mon adresse Selling Machine. Du coup, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Euh, et donc, du coup, de façon générale, je réponds à rien. C'est le cas où je réponds, ou si c'est une question effectivement qui a été bien pensée, où je suis une des seules personnes qui peut apporter l'information. Dans ce cas-là, ça va, mais ça, c'est peut-être 1% des questions, quoi. Et donc, au global. Maintenant, à vrai dire, avant, j'envoyais une réponse, tu sais, préparée. Le Hmm. problème, c'est que les gens prennent ça comme une invitation à continuer à discuter. Et donc maintenant j'archive, quoi. Euh, Ouais. c'est un peu rude, mais je pense que c'est un truc qu'on a tous les deux appris de façon générale, c'est que ton temps est ta plus précieuse communauté et que tu le dois à personne, en fait. C'est toi qui dois le maîtriser et personne n'a le droit à ton temps, à part la famille et autres. Mais voilà. Je voudrais rebondir là-dessus parce que moi je réponds beaucoup aux gens et ça me dérange pas. Mais putain, les messages personnels sur Facebook, c'est l'enfer quoi. Moi je suis vachement accessible, tu vois, tu vois que si tu poses une question sur mes commentaires YouTube, je vais répondre, par email je vais répondre, page Facebook Marketing Monage, je vais répondre. Et tous les jours, j'ai des putains de gens qui m'envoient des messages sur ma page personnelle Facebook. Mais là, du coup, tu peux pas répondre. Je vais faire quoi? Je vais répondre aux gens sur mon Messenger. Maintenant, ils ont mon Messenger. À n'importe quel moment de la journée, ils peuvent m'envoyer une notification directement sur mon téléphone et me C'est poser comme leurs le questions à la Messenger, con. c'est que ça vire au moins notamment email, les gens vont répondre un peu à c'est Et par un puis, coup, alors que et, Messenger, effectivement, ils veulent rentrer dans une conversation. Tu vois. Ouais, je suis et tout à puis fait d'accord. l'email, c'est un truc où je le gère voilà, quand je vais gérer mes requêtes de clients, mes questions, mes trucs de business, etc. Tu vois, Messenger, c'est ce que j'utilise pour parler à ma famille. Tu peux pas voir les gens. Tu fais quoi, Et du coup, tu bloques? on peut pas désactiver. On peut plus aujourd'hui sur Facebook désactiver les messages de personnes qui sont pas nos amis. Ce que je Ça va? trouve incroyable. Ouais, on peut pas le Ouais, mais ils désactiver. apparaissent, tu sais, ils apparaissent dans les messages. Moi, je regarde jamais là. Ouais, ils apparaissent dans les requêtes. Donc du coup, ils apparaissent Mais en fait, ce que je voudrais, c'est de dire, ok, Stan a désactivé le message. Vous pouvez pas lui Donc, pas envoyer un personne. message sans Ok. être ami, tu vois. Et bon, après, j'ai 4-5 demandes d'amis par jour, etc. J'accepte rien. Mais ouais, c'est drôle parce que de toute manière, moi, je me sens pas mal si tu veux d'ignorer ces personnes parce qu'il y a une page contact sur mon site. Et sur cette page contact, il y a clairement mis ne me contactez pas sur mon Messenger perso. Une personne qui n'a pas fait 2 secondes pour aller sur marketingmania.fr/contact avant de me contacter, je me sens pas trop mal de l'ignorer. En tout cas, c'est ce que je me dis parce que si je commence, même si, en fait, même pour répondre à la personne, tu es obligé d'accepter sa requête. Et derrière, il peut te répondre et il est directement dans ton Messenger. Donc voilà, il y a un truc. Par contre, moi, je réponds aux gens. En fait, j'ai découvert qu'il y avait des bonnes et des mauvaises questions. En fait, mais je pense Euh, que ce qui est assez intéressant, c'est que tu réponds aux gens. Et moi, par exemple, toi, assez régulièrement, je réponds aux gens aussi qui envoient des messages sur mon business, donc un peu style sales client. Donc, du coup, on fait un peu la même chose, en fait. Toi, tu sais, c'est une manière assez. Parce que maintenant, du coup, je m'occupe, à part ça, je fais plus tout sales client, c'est-à-dire que c'est géré par les personnes à boîte. Mais du coup, je fais un peu de temps en temps parce que ça permet un peu de choper le pouls de ta boîte. Donc, des fois, je reçois des trucs par email et je vais répondre directement plutôt que transférer au sales client. Mais toi, tu fais la même chose pour ton business, en fait. Le truc, c'est que les questions, c'est même pas lié à mon business, en fait. Donc, j'ai rien du tout il n'y a pas du tout d'intérêt pour moi. Moi, j'ai aussi un petit sens de karma. Mais ça, je pense que c'est un truc à un Ouais. moment donné, je vais le dépasser, mais j'ai encore un petit sens de karma où si une personne m'envoie une question qui est raisonnable, et pas raisonnable, je veux dire, il m'a pas raconté l'ensemble de la biographie sur 4 générations, de sa vie entière, et ensuite me poser la question comment tu me conseilles de démarrer, quoi. T'as quoi comme conseil pour lancer un business en ligne? Bon, là, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Voilà, il y a 500 000 vidéos sur Internet qui répondent à ces questions. Moi-même, j'ai l'ensemble d'une chaîne, etc. Versus quelqu'un qui dit ah, écoute, j'en ai parfois des questions comme ça qui sont vachement bien. Ah, écoute, j'ai lu ton email numéro 3 de ta séquence et tu dis qu'il faut créer une proposition de valeur selon tel modèle. Voilà, j'ai suivi ton modèle, j'ai fait la proposition de valeur. Voilà ce que j'ai obtenu. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je réponds toujours parce que tu vois, il y a une valeur concrète que je peux apporter. Je veux dire, ouais, c'est pas mal, ou alors non, je pense que tu devrais préciser ton marché cible, ou en tout cas, je peux apporter
un point concret, quoi. Je suis sur un point de bascule. Donc, c'est juste un petit peu ça sur la question des questions. Après, voilà, moi, j'ai aussi l'aspect un peu, je me sens un peu forcé, personnage public, etc., de répondre aux gens. Qui, à un moment donné, si tu veux, quand tu auras trop de volume, à un moment donné, le truc sera pas faisable, mais pour le moment, ça reste toujours relativement gérable. Et Après, puis, ça fait partie aussi aussi pour de mon ça. business. Parce Oui, que les ça gens fait partie derrière du peuvent business, acheter. hein. Ouais. C'est un peu le principe avec les choses qui ne scalent pas mais qui ont de la valeur. Et moi, c'est un peu mon idée globale, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les gens de façon horizontale parce que tu as, des énormes boîtes qui ont des budgets de milliards à mettre dans des bannières, des pubs à la télé ou autres. Alors que justement, créer un lien vertical, c'est encore possible, notamment via le service client. Et du coup, tu crées un rapport beaucoup plus fort avec le client. Et moi, je préfère, tu vois, toi, un de nos clients de mon business, on ait une discussion de 10 minutes, toi qui prennes 10 minutes à la personne qui gère le service client pour créer un peu ce lien, plutôt que tu vois, d'atteindre 10 000 personnes avec une bannière sur Facebook, quoi. Donc, je pense que, en fait, on a un peu la même approche. C'est juste que toi, c'est lié directement à ton business. Ouais, c'est juste que moi, toutes les questions qu'on me pose vont être de plus ou moins liées à mon contenu essentiellement, versus toi, effectivement, les gens qui viennent. Enfin, en fait, je pense qu'il y a un sens où tu veux toujours servir tes clients. Et moi, beaucoup de gens sont des clients De toute potentiels que façon, je contacte. C'est pas ouais, le je cas pense forcément pour toi. de toute façon, tu as les clients potentiels et de toute façon, les clients, tu es obligé de répondre, quoi. Un mec à payer, c'est une question. Bon, après, toi, je pense que il peut y avoir des limites. Parce que les gens peuvent. Parce que toi, tu vends un truc très très large, quoi. C'est par exemple monter ton business en ligne. Donc les questions peuvent être un peu limitées. Moi, c'est un produit physique, donc bon, les questions vont pas être. Toi, il va pas commencer à me demander est-ce que je devrais divorcer ma femme ou pas, quoi. Euh, Tu sais quoi, c'est drôle, mais dès que les gens payent, leurs questions sont de bien meilleure qualité, hein. C'est plus facile de répondre. Enfin, les questions que je reçois des gens qui ont payé un truc sont plus courtes, mieux pensées, plus respectueuses de mon temps que des questions de gens qui n'ont jamais rien acheté, qui n'achèteront jamais rien et qui voilà, te demandent des questions super vagues, tu vois. Parce que les gens, tout d'un coup, qui sont clients chez toi et qui ont fait la démarche, bon, d'abord, moi, de toute façon, mon marketing est assez spécifique où j'essaye de filtrer un certain type de personnes. Et j'ai pas envie d'avoir les gens complètement paumés de la vie qui achètent chez moi parce que du coup c'est effectivement un enfer derrière de les prendre par la main, etc. Mais les gens qui savent un peu ce qu'ils font, c'est étonnant, mais voilà, plus les gens payent, plus leurs questions vont être bien pensées et faciles à répondre. Le point suivant, c'est un truc qu'on avait déjà mentionné dans le podcast Nomade Digital, c'est le choix entre le lifestyle et puis le hustler. Et je suis curieux de voir voilà, quelles conclusions tu en as tirées au cours de l'année dernière. je pense que je crois qu'on en avait parlé beaucoup, notamment en 2016. Je crois que c'était un des sujets principaux. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, je sais que tu as deux. En fait, pour prendre une vue un peu d'eau, je pense que globalement, toutes les personnes qui écoutent ont un peu cette idée que la vie est courte et que toi, il faut la maximiser, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas te retrouver à 50 ans avec plein de regrets. Euh, En disant, ouais, putain, j'ai gâché notamment, par exemple, entre 20 et 50 ans, j'ai gâché 30 années de ma vie. Toi, j'ai ni kiffé ma vie, j'ai ni fait quelque chose de spécial, en fait. Donc, un peu faire ce choix. Donc, tu as l'aspect lifestyle qui, en gros, crée un business qui permet de faire ce que tu aimes et de, en gros, minimiser ton stress et juste profiter de la vie avec l'idée que, bah, de toute façon, tu vas mourir. Donc, toi, tout le concept, tout ce que tu as pu créer, bah, ça va pas rester. Donc, autant juste profiter de la vie au maximum. Et ensuite, tu as l'aspect hustler qui est un peu de se dire, bah, justement, tu n'as qu'une vie, donc tu aurais que faire quelque chose de grand, tu devrais te dépasser. Et tu as un peu ces deux choses ces deux choix qui s'offrent. Et je pense que les deux choix sont assez légitimes. Et moi, maintenant, le système que j'ai, en fait, ce qui a beaucoup posé problème en 2016 notamment, c'est que je basculais de l'un à l'autre. C'est-à-dire que pour un mois, j'allais me dire, vas-y, il faut que j'aille à fond, il faut que je fasse un truc génial, un truc énorme. Et le mois d'après, j'étais, ah, ça me fait un peu chier. Après tout, il faut profiter de la vie, il ne faut pas trop stresser, faut prendre les choses tranquillement, machin. Et donc, du coup, ce fait de passer d'un truc à l'autre était très, très problématique. Et donc, maintenant, mon système est très simple, c'est que chaque année, en début d'année, je me dis, voilà, dans quelle direction je vais, et après, j'y réfléchis plus, en fait. Donc, 2017, je m'étais dit, je vais en hustler, et après, j'ai plus réfléchi 2017, il n'y a même plus la question de me poser, est-ce que je ne devrais pas ralentir, est-ce que je ne devrais pas prendre 3 mois de vacances à Bali. Et pareil pour 2018, je veux faire grossir le business, c'est mon focus principal et je ne me poserai pas de questions, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et du coup, tu bosses combien de jours par semaine, combien d'heures par jour pour donner un peu aux gens une idée de ce que ça veut dire comme choix, quoi. Parce que au final, voilà, déjà concrètement la situation actuellement, c'est quoi en termes de tes horaires de travail?
Le truc, c'est que c'est tellement dur. En fait, je dirais que tu as trois niveaux de travail. Euh, tu as le niveau qui, moi, je me rends compte que je suis très limité, c'est le vrai niveau purement intellectuel. On va dire que tu travailles sur des trucs compliqués, tu réfléchis. Et je me rends compte que ça, je peux faire maximum 4 heures par jour, ce qui est très décevant, parce que je ne m'en ai pas rendu compte à quel point j'étais limité. Et dans le sens où après, je vais être totalement épuisé, j'aurai mal à la tête. Toi, c'est vraiment. Toi, c'est pas un truc que j'invente, c'est vraiment 4 heures par jour où je peux, par exemple, préparer un plan, tu vois, ou par exemple, juger si je dois recruter une personne, toi. Ça, c'est très dur, toi. C'est assez compliqué à faire. Euh, Après, tu as le travail, je dirais que tu as le travail, le busy work, par exemple, répondre à des emails. Et ça, toi, ça, tu peux le faire de façon illimitée quasiment, quoi. Toi, tu peux le faire pendant 10 heures d'affilée, c'est pas trop un problème. Et tu as le troisième aspect, qui est l'aspect un peu que en tout cas, mon cerveau, moi, tourne toujours en train de penser, en train de penser au business. Donc, je dirais que c'est présent constamment, quoi. Même souvent, je me réveille la nuit avec une idée et je me la note, quoi. Donc, tu as ces trois, on va dire, trois types de travaux qui font avancer un peu le truc. Et donc, actuellement, je suis peut-être à 4 heures de travail par jour. Travail vraiment un peu dur, vraiment, c'est le truc qui fait vraiment avancer le business, en fait. Je dirais qu'ensuite, j'ai peut-être 6 heures par jour, 7 heures par jour qui sont plus de la maintenance. Euh, et ensuite, toi, quand je mange, quand je suis en train de conduire mon scooter, toi, je pense constamment au business, toi. Et donc, et ça a de la valeur aussi. Euh, et je pense qu'après tout, de toute façon, toutes les personnes qui ont réussi dans quel domaine que ce soit sont obsédées par ce qu'ils font. Euh, Sinon, sinon, tu réduis forcément beaucoup le temps, le temps auquel tu penses à ton business ou à ton instrument ou à ton sport, peu importe quoi. Mais si on se faisait l'avocat du diable, on pourrait pas dire qu'au final, ces 6 heures de maintenance, elles pourraient pas être sous-traitées? Très clairement, elle pourrait l'être. Et à vrai dire, c'est quelque chose que je combat un peu avec moi-même, c'est que en fait, j'aime bien ce travail un peu, pas, c'est pas du travail débile non plus, toi, mais c'est du travail, on va dire, facile. Parce que tu as l'impression d'aller vite, d'être efficace. Au contraire, les 4 heures de travail dont je parlais avant, c'est par exemple décider si tu dois recruter quelqu'un, t'es jamais sûr si tu as bien fait ton truc en fait. T'essaies de faire ton mieux au maximum en te basant sur c'est un truc après objectif, mais c'est très très compliqué quoi. Et en plus, la décision est assez lourde de conséquences. Euh, donc à vrai dire, je devrais virer plus de ce travail de maintenance, mais pour moi c'est assez grave. Tu vois, je me mets de la musique et puis je fais ce travail-là, je réponds aux emails, je m'occupe de la compta ou alors je mets un podcast pareil quoi. De toute façon, il y a un truc assez intéressant, je pense, c'est que pour faire la distinction entre ce travail un peu de maintenance et ce travail plus dur, c'est que si tu arrives à écouter un podcast en même temps que tu travailles, c'est que c'est ce travail de maintenance. Et que si tu n'y arrives pas, c'est que justement c'est le travail un peu plus intellectuel, un peu plus compliqué, quoi. Même d'une certaine façon créatif, en fait. Tu travailles le week-end? Oui, je fais aucune distinction entre les jours. Et à vrai dire, j'aime bien le week-end parce que du coup, mes employés travaillent beaucoup moins le week-end. Et donc, du coup, j'ai moins d'inbound, j'ai moins de trucs qui m'arrivent. Et donc à ce trois-là, j'aime bien le week-end. Tu fais quoi en dehors du boulot comme activité où tu fais que pousser? Je suis quoi en dehors du boulot? Pas mal de séries télé. En ce moment, je joue aussi à PUBG, c'est un jeu vidéo. Et récemment, j'ai fait un chicken dinner avec 8 kills Ah ouais? en solo. T'étais fier? C'est ton premier? Mais en plus, j'ai 7 fois avant ça, j'avais fini à la seconde place. Et donc, je pétais un peu. En fait, à chaque fois, je te choquais, toi. Là, genre, il restait plus que deux et toi, je paniquais, je faisais de la merde. Et donc, du coup, enfin, j'ai enfin gagné, j'étais putain de content, quoi. D'ailleurs, j'ai gueulé, ma copine a pensé que je m'étais blessé. Euh, Tu veux expliquer une seconde pour les auditeurs qui savent pas de quoi on parle, ce que c'est? ouais, c'est assez compliqué. En fait, hein, c'est un jeu vidéo. En gros, t'es 100 sur une île. Ensuite, tu dois trouver des armes. Tu dois t'équiper, tu dois t'équiper. Et ensuite, le dernier qui survit gagne. Et donc, ce que j'ai réussi hier, c'est que j'ai réussi à finir premier sur 100. Enfin, j'ai été le dernier en faisant 8 kills, ce qui est pas mal. Et en sachant qu'avant, j'avais toujours à la seconde place. Et donc, c'était un gros blocage pour moi. Et donc, du coup, je joue pas mal à ce jeu-là. Euh, En sachant que l'avantage du PUBG, quand même, c'est que enfin, ça dépend comment tu le joues, mais si tu le joues, tu peux soit le jouer en essayant d'aller dans les endroits où il y a plein de monde, et du coup c'est super actif, soit jouer dans les endroits plus tranquilles où du coup tu passes ton temps à chercher des armes, et sur cette partie-là, tu peux réfléchir à ton business en même temps, quoi. C'est comme ça que je Quand tu, dis, quand tu farmes des trucs, tu c'est ça. campes, tu campes dans C'est une ça quand maison. tu campes, c'est parfait. Toi, t'as juste à écouter si le mec arrive, Tu campes et là t'as un petit carnet à côté. Oh putain, j'ai viens d'avoir l'idée de produit. et la dernière justification pour y jouer aussi, c'est que je suis en train d'apprendre le chinois, et du coup, je joue avec des Chinois.
Comment Donc ça, voilà, avec des Chinois? Tu joues en équipe ou c'est ça, c'est ouais, je joue en équipe avec des Chinois. Et tu parles en chinois avec eux Je et parle en tu arrives chinois. à jouer directement en chinois? Ouais, je parle en chinois, je me débrouille à peu près maintenant, Ah je me putain. suis amélioré. Attends, mais Euh, t'as commencé quand à parler chinois? j'ai commencé, je crois, septembre, ouais. Et en fait, j'ai une prof particulier. Et en 3 mois, t'es devenu assez fort pour jouer à PUBG en équipe. Après, toi, PUBG, l'avantage, c'est que tu n'as pas de discussion philosophique. Toi, tu as des ennemis en face. Est-ce que Ok, tu as ouais, trouvé c'est une genre, arme c'est genre droite, gauche, c'est ça. sniper. Ouais, ok. Genre, et aussi, ce que je demande systématiquement, c'est que je fais beaucoup de duos. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances une partie, tu tombes au hasard avec un Chinois. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, ils sont PUBG, ils jouent à fond. C'est vraiment très gros en Chine. Et ce qui est Et assez c'est marrant, le c'est plus que. gros jeu au monde actuellement. Ah, de très loin, c'est hallucinant en Chine. Et je suis allé en Chine notamment dans les cyber, ils jouent qu'à ça. Et du coup un truc que je tourne à chaque fois, c'est quel est ton âge en chinois? Ni Jin Yan Jisui. Et ce qui est assez marrant, c'est que la réponse est basse, donc par exemple, si le gars me dit qu'il a 14 ans, je sais qu'on va gagner, quoi. Je sais qu'il va tout défoncer. C'est genre, ça va être un viol monstrueux, quoi. Alors que si le mec a 28 ans, tu vois, je baisse un peu mes attentes, hein. On va essayer de faire notre mieux. Euh, mais du coup, ça fait délirer parce que je pose des questions totalement inutiles. Par exemple, tu vois, j'ai appris à demander c'est quoi ta couleur préférée, tu vois. T'as combien de frères et sœurs? C'est T'es ça, un c'est animal de compagnie. ta famille, c'est ça. Tu vis où? Ok. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je justifie un peu le temps passé au judo. Donc, t'as jeu vidéo, t'as série télé. Après, je fais un peu de sport quand même. Euh, je bouge un peu aussi à scooter, moto, c'est sympa. Et après, c'est vrai que je fais pas tellement de choses en dehors de ça, hein. Non, c'est vrai que je fais pas tellement de choses en dehors de ça. C'est quoi l'objectif pour toi d'apprendre le chinois? Honnêtement, c'est pas une bonne question. Tiens, je devrais le savoir comme ça, toi. C'est quoi la raison derrière? Tu vois, c'est C'est un parce que truc de why, mec. c'est super utile. C'est-à-dire qu'en soi, t'as quand même 90% des Chinois qui parlent pas anglais. Et notamment, en fait, ouais, non, en fait, la vraie raison, c'est que je suis allé en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, quand tu rencontres tu vas dans les usines et que tu rencontres les patrons des usines, tu as des réunions de 4 heures. Alors, je sais pas de quoi ils parlent pendant 4 heures. Et justement, c'est ça le problème, c'est que je sais pas de quoi ils parlent. Donc moi, je suis assis comme un connard avec ma petite tasse de thé pendant qu'ils parlent. Donc mes employés chinois parlent avec les managers de l'usine. Et donc je comprends rien à ce qui se passe. Et je me suis dit, bon, ça fait un peu chier quand même. Et après, c'est aussi carrément un défi personnel en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de me prouver que je suis capable de le faire. Et mon objectif ultime, ce serait de parler français, anglais, chinois et espagnol. Pour la raison toute conne, c'est que j'ai calculé que tu pouvais communiquer avec genre 88% de la planète, quoi. Donc je trouve que ce serait plutôt cool. Donc c'est pas une question de vie ou de mort. Et c'est d'ailleurs comme ça que je le prends, c'est-à-dire que j'étudie le chinois chaque jour de façon plutôt régulière. Mais, euh, mais tu vois, j'ai très vite compris que ça prendrait des années. Et donc je le prends tranquillement, je me stresse pas dessus et ainsi de suite, quoi. Et tu penses que l'apprentissage du chinois bouffe tes 4 heures d'intellectuel? Euh, c'est intéressant comme question. J'ai l'impression que non, parce que la majorité, c'est comme la mémorisation. Et donc, c'est pas. Toi, ah non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, donc maintenant, avant, j'avais 2 cours par semaine, 2 cours d'1 heure, avec une prof de chinois. Maintenant, j'ai plus qu'un seul cours par semaine. Et donc, j'étudie 30 minutes par jour pour apprendre le vocabulaire. Et par contre, effectivement, les 1 heure que j'ai de conversation, parce qu'en fait, du coup, on fait des conversations avec mon prof de chinois, par contre, là, ça me bouffe toute mon énergie de fou, quoi. Donc, je pense que, encore une fois, ça fait un peu la distinction entre juste mémoriser les mots et ensuite utiliser les mots. Tu vois, utiliser les mots et mettre. Tu dois comprendre la conversation, où là, c'est beaucoup plus demandant intellectuellement. T'apprends à écrire ou juste à parler? Non, juste à parler les caractères. Mais je sais même pas écrire en français. Genre, on parlait juste avant. C'est que je suis la seule personne qui arrive pas à me relire, tellement j'écris mal. Et donc, j'ai vu les caractères chinois, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est mort. Donc, du coup, non, j'apprends juste à parler. Et même en parler, j'ai pas des outils incroyables. Je veux pas être bilingue, toi, mais je veux pouvoir avoir une conversation, ce serait cool, quoi. C'est plus ça l'objectif. Ou s'il y a des gens qui sont en train de parler en face de toi, comprendre au moins de quoi ils parlent, quoi. Ça, Pouvoir s'il parle mal raccrocher de les moi. canaux. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, t'as parlé? T'as dit mon nom, là? C'est ça. Et toi, t'as quoi comme. Écoute, moi, j'ai juste, par rapport à tous les points sur lesquels... Ah, il y a un dernier point dont on parlera, c'est la question du nomadisme digital, mais si tu veux, on le calera juste après ça. Moi, il y a un gros point, vraiment, qui, je pense, est un peu la lutte centrale que j'ai eue ces dernières années, c'est sur quoi me concentrer. En gros, si tu veux, aujourd'hui, si je regarde mon année 2017, il y a un truc qui a drivé l'ensemble des résultats que j'ai eus, et c'est la création de contenu. En particulier YouTube. YouTube, j'ai commencé l'année à 3000 abonnés, je l'ai fini à
85 000, quoi. Donc, Mais le truc, tu sais que je suis ton supporter numéro un, je suis ton fan numéro un. Je kifferais tellement que tu fasses tu sais, que des vidéos, tu sais, avec des trucs de films et que tu chopes 1 million, 2 millions d'abonnés. Ça me ferait tellement plaisir de le voir tu sais, dans les trending là. Alors que c'est pas ce qui est le plus intelligent niveau business, mais toi, moi, je trouverais ça cool, quoi. Le ouais. principe serait cool. Ouais, ouais, c'est marrant. Mais après, ouais, effectivement, si tu veux, d'un niveau business, bon, ouais, toi, tu le sais, mais pour les auditeurs, l'idée, c'est de te dire, c'est quand même chiant d'être un YouTuber mainstream qui est là pour faire de la vue parce que tu es un peu tributaire de l'audience et puis tu es tributaire aussi de l'algorithme de YouTube, de la monétisation, etc. Sachant qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que bon, j'ai une audience importante sur YouTube, mais c'est génial parce que je monétise avec mes propres produits, quoi. Donc, je suis pas du tout tributaire. Il y a beaucoup de problèmes sur YouTube, en particulier cette année, de tout ce qui est monétisation, démonétisation, etc. Du coup, moi, je suis pas du tout affecté et ça, c'est plutôt agréable de pouvoir contrôler cette partie-là. Mais pour te dire, j'ai toujours eu un petit peu cette Ça contradiction. t'appelle? En gros, moi, d'abord, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de créer du contenu. Et ce qui marche le mieux pour moi, c'est de créer du contenu. Et pourtant, j'ai toujours eu un peu cette tentation de me dire, même en parlant avec toi, tu vois, en voyant tout ce que tu fais sur Amazon, etc., en me disant, ouais, mais c'est juste de la création de contenu, c'est pas un vrai business, il faudrait que, tu vois, je vende des trucs ou que je monte une agence. C'est vrai que j'avais lancé l'agence Ah, mais Facebook au départ. toi, je pense qu'il est vachement intéressant, c'est que, et c'est pour ça, je pense que cette critique un peu, c'est juste la création de contenu, je l'aurais par rapport à d'autres gens qui font un peu du contenu très générique, en fait, avec pas beaucoup d'efforts. Mais toi, justement, c'est quand même une qualité nettement au-dessus, quoi. Donc c'est rare, toi, du contenu marketing sur YouTube qui en plus est créé de façon qui a un aspect divertissement, c'est euh, c'est super rare quoi. Toi, donc, pour moi, il y a beaucoup de chaînes, j'ai l'impression où je vois pas vraiment la valeur ajoutée, alors que pour toi, elle est clairement là quoi. Tu vois, en termes de qualité, c'est largement au-dessus de ce qui se fait. Donc, toi, pour moi, c'est la question est pas tellement de création. Et j'aurais même la même idée pour par exemple quelqu'un qui lancerait des produits génériques sur toi qui lance je sais pas, des gants de cuisine sur Amazon en achetant sur Alibaba, toi, c'est un peu le même. Toi, pour moi, la question, c'est plus comment tu te différencies et où est-ce que tu ajoutes de la valeur, quoi. Mais tu vois, pour donner un exemple concret pour les gens, bon, d'abord, j'avais lancé une agence de gestion de pub Facebook, etc. Agence de pub Facebook, euh, ça m'a ruiné la vie parce que d'abord, ça marchait, j'arrivais à vendre, etc. au téléphone, j'arrivais à closer des clients. Mais derrière, j'avais monté un business qui était entièrement basé sur la gestion, le management, recruter du monde, s'assurer que les campagnes sont bien faites en temps et en heure, qu'on envoie les rapports, parler aux gens, gérer, etc. Qui n'est pas une force que j'ai moi. Et ça me faisait chier, donc du coup j'ai arrêté ça. Mais j'ai toujours eu un peu cette sensation, et encore cette année, on avait brièvement parlé, mais j'avais été contacté par une boîte qui font du marketing direct, mais à grosse échelle, tu vois, qui font des trucs qui ont du trafic énorme, qui gèrent des volumes énormes, qui font des ventes, vraiment des gens qui sont assez bluffants, qui ont une grosse opération, et qui m'avaient pitché, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais à faire ton propre truc dans ton coin et tout, viens chez nous, tu vois. Et Et viens vivre à Genève, quoi. ouais, C'est ça? et c'est ça, ouais. Et j'étais tenté de le faire, tu vois. Ce qui est fou parce que qu'est-ce que je vais aller, tu vois, aller faire ça. Mais j'étais juste tenté parce que je me dis, tiens, ça me donnera une légitimité et je ferai un gros truc ça. Et du coup, j'ai toujours eu un peu cette tension inhérente chez moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très franchement, la manière dont mon business tourne, pendant un moment, je faisais beaucoup de consulting. Aujourd'hui, les formations, ça a tellement grossi qu'en gros, ça a entièrement bouffé le consulting. Et du coup, le consulting, c'est juste un back-end de la formation. Et voilà. Mais après, c'est étrange de te dire, tu vois, que j'ai une image peut-être que j'ai un peu envie de projeter, de m'imaginer, que je suis capable de faire plein de trucs différents, etc. Et au final, un truc sur lequel j'ai un avantage énorme et un truc qui marche bien et un truc sur lequel les gens me donnent des super retours, c'est la création de contenu. Et puis après, tout ce qui est copywriting, conversion, etc. Tu vois, l'écriture d'email, etc. Mais ça revient un petit peu à la même chose. Les gens adorent mes formations, les gens adorent mon contenu. Et il y a un petit côté où je me dis, tiens, tu vois, si j'avais des entrepôts, du stock, des machins, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai toujours des idées comme ça. Alors en général, je les fais pas parce que au moment d'exécuter, enfin au moment de faire le plan, je me rends compte que c'est débile. Mais j'ai toujours l'idée de me dire, tiens, si je pouvais lancer différents business, etc. Donc la leçon que j'en ai tirée moi, et c'est marrant que ça m'ait pris aussi longtemps, c'est que de plus en plus, j'essaye de me concentrer sur mes forces et de faire des projets qui jouent sur mes forces et pas trop sur mes faiblesses. Mes faiblesses étant l'organisation, coordonner différentes personnes sur le temps, moi, ça me Mais fait chier. est-ce que tu penses que c'est une faiblesse, ça, ou c'est juste que tu n'as pas appris à le faire? Parce que moi, je m'améliore beaucoup là-dessus, hein, je me rends compte, en fait, c'est plus un skill que vraiment une compétence inhérente à la personne, tu vois. Et pareil pour la Ah, création de contenu, tu vois. Je pense que la raison pour laquelle tu es bon à la création de contenu, c'est pas parce que tu es naturellement bon à ça, c'est parce que ça fait 4 ans que tu en fais, quoi.
Bah ouais, mais quand j'étais petit, j'écrivais des histoires sur les cartes Magic dans mon cahier et je dessinais des BD et tu vois, et j'étais dans mon coin à créer des trucs, etc. Donc j'avais déjà eu cette idée de créer des choses. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est assez fondamental. Sur la gestion, je sais pas si tu veux, c'est effectivement une Sinon, question. parce que quand tu parles de ça, j'imagine le gamin qui, lui, faisait de la compta quand il avait 4 ans. Ouais, non, bah ici, il y a des gamins qui sont ça. Il y a les mecs qui sont des magiciens de la compta et qui font de la finance, etc. C'est des gens qui pouvaient être fascinés assez rapidement par les chiffres, C'est etc. vrai. Et donc, il y a un aspect de compétence, etc. Il y a un aspect où ça me fait chier. Ça me fait clairement chier, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, tu vois, je suis pas très bon dedans, ou j'ai pas envie de vraiment m'investir à fond, ou alors je le fais. Donc, quand je l'ai vraiment fait pendant 6 mois en gros, quand j'ai fait mon agence Facebook, donc je le faisais à plein temps et je faisais que ça, et j'étais obligé de le faire parce que c'était mon business, mais j'étais extrêmement stressé systématiquement et je traînais les pieds. C'est-à-dire que putain, j'ai un appel aujourd'hui dans 1 heure, ça me fait chier, etc. Donc je traînais les pieds, je me forçais à le faire et j'avais un peu un héroïsme, si tu veux, de le faire en me disant ouais, c'est de la merde, c'est chiant, mais c'est du hustle, c'est bon, je le fais, je monte le business, etc. C'était une époque où malheureusement je carburais encore beaucoup au Gary Vaynerchuk. Je dis malheureusement, j'adore Gary et c'est un mec c'est un mec génial dans ce qu'il fait, etc. C'est juste que on est tellement différents, enfin moi je suis tellement différent par rapport à ses personnalités qu'en fait si je me laisse trop influencer par lui, je me dis ouais je vais faire ça, je vais seul, je vais poster des trucs, je vais appeler des gens, je vais voyager, et au final ça me fait chier. Je pense Donc que c'est un peu la même chose, tu sais, qu'avec l'aspect nomadisme et justement le voyage. C'est-à-dire que tu en as une version assez romantique, mais dans les faits, c'est pour ça que moi je voyage beaucoup moins qu'avant, c'est que dans les faits, c'est pas si bien que ça, quoi. T'as aussi ah, pas mal de désavantages. ouais, c'est plus cool de dire que tu le fais que de vraiment le faire, en tout cas C'est ça, et de la même sur le façon long que terme. pour le voyage, tu as l'idée, une photo de toi sur Machu Picchu Ouais. avec un lama, et pour le business, tu as une idée de toi qui est en train de monter sur un jet privé, toi. Je pense que c'est un peu, t'as des images comme ça qui représentent pas ce que c'est. Parlons-en de cette idée de nomadisme digital, parce que c'est quand même le titre du podcast. C'est quoi ton statut actuellement sur la question du nomadisme digital? Donc, comme vous saviez, j'étais le dernier nomade digital du podcast Digital, et je suis plus maintenant. Donc vraiment, le nom n'a pas eu tout son sens. Dans le sens, après, c'est ce on avait un peu trouvé une façon d'esquiver ça en disant qu'au final, être nomade digital, c'est surtout être libre de C'est son un, temps et c'est un de état là où on veut aller. d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est vrai. Tu peux choisir de vivre à Paris et de nomade digital. Donc on s'était un peu sorti comme ça, mais en gros, toute l'année, je suis resté à Chiang Mai. Je crois que j'ai peut-être visité 4 pays. Bon, ce qui est plus que largement la moyenne des gens. Tu vois, 4 pays, ça me paraît faible, mais c'est quand même pas mal. Mais j'ai peut-être passé ouais, facile 80% du temps à Chiang Mai. Et honnêtement, c'est ce qui me convient le plus de très loin, quoi. C'est-à-dire que notamment, je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est peut-être pas très positif d'ailleurs, mais c'est que quand je voyage, je suis pas aussi performant dans le business que je voudrais, et du coup, ça me gêne, toi. Et donc, je suis jamais face à. Et donc, je préfère avoir des périodes de 2 semaines de voyage où je me dis, bon, bah là, je sais que je serai pas à fond, mais que toi, ce soit délimité dans le temps clairement et que ce soit pas continu, quoi. Bah, après, moi, je sais pas, mon statut a pas énormément changé, hein. Du coup, je suis basé pour le moment encore à Ho Chi Minh. Et je te rejoins un peu là-dessus, dans le sens où le fait de bouger d'un point A à un point B, au final, pour moi, ça a perdu de son intérêt. J'y trouvais pas grand-chose, mais par contre, le coût en termes de temps et en termes cognitifs et en termes de fatigue était toujours significatif. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de bouger, ou est-ce que je ferais pas mieux de me poser quelque part et d'avoir mes habitudes. Moi, j'ai fait un truc là, depuis que je suis rentré à Ho Chi Minh, qui est une négation de l'ensemble de mes idées de ces dernières années. C'est-à-dire que j'ai acheté un second moniteur Non! de 24 Ça, pouces que j'ai j'ai fait calé pareil. sur mon bureau et tout. J'ai fait pareil. 2 moniteurs de 28 pouces. J'ai 3 écrans, mec, 3 écrans. C'est un truc, ça c'est tout con, parce qu'au final ça coûte pas si cher que ça, ou même tu pourrais l'avoir pour quelques mois, mais le simple fait de te dire ok, je vais acheter un gros truc qui est super chiant à trimballer, juste parce que je suis plus productif comme ça à être posé, bah, c'est vrai que ça joue son rôle. Moi, ma raison est encore moins noble, c'est qu'avant, je jouais sur mon petit ordi portable à PBG, et du coup, je voyais personne parce que les pixels étaient trop petits. Et du coup, j'étais un putain d'écran, c'est pour les voir de loin, les enculés, et arrêter de me faire sniper sans savoir d'où ça vient, quoi. Mais du Ouais. coup, là, par exemple, je suis en train d'utiliser, et c'est vrai que c'est quand même agréable, quoi. D'avoir bah même là, tu vois, j'ai un vrai fauteuil, avec un vrai clavier, avec un vrai écran, et, euh, et c'est quand même plutôt cool. Ouais.
Et voilà, les Et petits, pareil, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à acheter des écrans ciblés. Effectivement, à ce moment où tu achètes un grand écran, tu renies ton statut de nomade digital, quoi. Tu renies ton minimalisme, tu vois, ouais, je voyage qu'avec un sac à dos, bah là c'est fini. Avec un écran 28 pouces ensuite. Ouais. Avec deux écrans de 28 pouces, un clavier Bluetooth. Donc voilà. Peut-être un peu une évolution là-dessus. J'ai aussi, bah, tu sais, c'est pareil, quand je prenais des apparts, je négociais toujours le bail le plus court possible, quoi. Est-ce qu'on peut faire 1 mois? Est-ce qu'on peut faire 2 mois? Genre, j'essaie toujours de négocier le plus court pour pouvoir bouger du jour au lendemain. Et là, du coup, je suis revenu. Du coup, je suis pas là, je suis allé dans des apparts un peu plus haut de gamme. Et le mec, ils m'ont fait 6 mois. Je fais, ouais, ok, parfait. Tu vois, je vais pas bouger d'ici 6 mois. J'ai pas besoin de. Et puis 6 mois, c'est pas si long que ça. Mais avant, c'est vrai que j'essaie vraiment de le négocier au plus bas possible. Maintenant, je suis très content de pouvoir rester là où je suis pour le moment. Moi, c'est pareil. Je me rappelais d'un épisode au début où je vantais l'intérêt de prendre un petit appart, genre 30 mètres carrés. Mon appart actuel, il fait 170 mètres carrés. C'est clairement pas. Et pareil, j'ai loué pour un an, quoi. Même mon scooter, je l'ai pris pour un an. Et je trouve que c'est assez. Tim Ferriss, il a expliqué ça au sujet de son. Il a adopté un chien. Et on lui demandait, bah, du coup, c'est pas un problème parce que ça limite les voyages, ainsi de suite. Et il disait qu'en comptant, c'était la meilleure chose qu'il puisse parce que maintenant, il avait une excuse pour pas voyager, en fait. Et du coup, en fait, limiter tes choix, des fois, ça peut être une bonne solution. Et ça limite aussi comment dire, parce que tu as forcément dans ta tête le champ des possibles. Quand il est trop large, ça fait un peu mal au crâne, quoi. Donc, au moins, prendre un bail d'un an, c'est que tu n'as plus besoin de te poser cette question-là. Ça rejoint la même chose que de choisir entre le lifestyle ou hustler lifestyle, justement. C'est qu'une fois que tu as fait un choix, au moins, t'as plus ça qui tourne dans ta tête constamment, de demandant est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi. Hmm. Euh, Parlons des livres. T'as lu quoi comme livre en 2017 et puis qu'est-ce que t'as comme recommandations qui te reviennent à l'esprit maintenant? Déjà, un truc très important, c'est que cette année, j'ai lu 73 livres, Ce qui est énorme. ce qui est monstrueux, ce qui est incroyable. Et notamment, ça m'a fait penser quand j'ai écrit ça qu'il y a une revue sur iTunes avec un mec qui a écrit Stan est super et très cultivé, ça se sent qu'il lit beaucoup. Puis après, Paul est marrant, quoi. Et du coup, Oh l'enfer! et donc du coup c'est un peu ma revanche, tu vois. Voilà. Donc chaque page que je lisais, tu vois, c'était un peu une revanche envers. Je sais pas si, on va l'appeler Charles pour protéger son humain, parce que je me souviens pas de son nom non plus. Et à chaque page, j'étais là, tiens, prends ça, Charles, prends ça, Charles. Paul est marrant. C'est le seul truc qu'il a retenu. C'est ça. C'était un peu vexant, tu vois. Et donc du coup, moi aussi, je suis cultivé, très cultivé. Maintenant. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres en sachant que j'ai un peu l'idée pour les livres que c'est-à-dire que je prends quasiment zéro note. Je reviens pas je repense pas au livre après que j'ai fini. Donc, je consomme ça un peu de façon en espérant que j'en récupère quelque chose de façon peut-être plus Et tu inconsciente. lis, on en a parlé avant l'épisode, tu lis à une vitesse hallucinante. Je lis très vite, ouais. Mais ça m'est propre. J'avais fait un test de vitesse et je lis très vite. Tu Et lis après, combien en d'heures plus, par semaine? je lis peut-être 3 heures, 3h30 par semaine. Donc tu lis un livre en 2 heures, quoi. C'est ça. Après, je lis aussi beaucoup de non-fiction. Et donc, la non-fiction, tu as des fois où le mec il va t'expliquer un truc 45 fois. Et donc, du coup, peut-être c'est bien de pas lire de sauter quelques paragraphes. Donc, ça aide aussi. Mais au global, je lis très vite. Donc, ça aide. Et je pense après, ça vient aussi avec le temps. Plus tu lis vite. Et du coup, pour ce qui est les deux livres qui ont le plus marqué, t'as un premier, c'est Shoe Dog, on a déjà parlé. Et je pense que je vais le relire bientôt, ce livre-là. Donc, c'est le livre de Phil Knight qui a créé Nike. On a déjà parlé dans un podcast On a précédent. fait un épisode dessus. Comment devenir Nike. Et ce livre, j'ai absolument adoré. Totalement génial. Et après, il y a un autre bouquin qui est un peu plus obscur qui s'appelle Financial Intelligence for Entrepreneurs. Et en fait, justement, c'est un livre de compta. Et je pense que ça devrait être un peu une lecture obligatoire pour beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, notamment si tu veux créer un business d'une certaine taille. Parce que ça t'explique tout en termes de cash flow, enfin les balance sheet, cash flow spending, comme statement, comment ça fonctionne. Et donc, notamment je dirais que l'immense majorité de la population ne comprend pas le cash flow. C'est notamment beaucoup de cas sur Amazon FBA. C'est que sur Amazon FBA, il y a une grande arnaque. C'est que les mecs vont te dire j'ai vendu 3000 produits ce mois-ci à $10 de marge, j'ai fait 30 000 $. Sauf que l'argent, tu dois l'avancer
pour acheter le stock. Donc imagine que tu commandes tes produits et tu les expédies, ça prend 3 mois. Et ensuite, tu prends 2 mois pour écouler ce stock-là. En réalité, le cash flow n'a rien à voir avec ton income, justement. Euh, et donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont cassés les dents dans FBI à cause de ça, parce qu'ils ne saisissaient pas tellement ça. Euh, donc, je trouve que ce bouquin, en plus, est assez. Ils expliquent les choses de façon très claire. Il n'y a pas de jargon. Euh, et notamment, un truc aussi assez cool, c'est que. Après, chacun son truc. Et moi, maintenant, du coup, j'adore lire les bilans trimestriels ou bilans annuels des grosses boîtes. Parce que tu peux comprendre vraiment comment une boîte fonctionne en 30 minutes en lisant ce genre avec les chiffres, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est ma recommandation. Cool. Ah bah, clairement, celui-là, je vais aller le lire parce que même si moi, j'ai pas vraiment de problématique là-dessus, sur le cash flow, c'est un des éléments qui me manque. C'est un truc que je regrette de ne pas avoir retenu, tu vois, d'avoir fait une école de commerce. Pour le coup, on avait des cours de compta. Et évidemment, comme c'était des cours, à la dernière minute, tu apprenais, tu retenais le truc et au final, tu avais des bonnes notes parce que la compta, en tout cas la manière dont nous le pratiquait, c'est une application de règles. Mais je C'est regrette de ça ne pas c'est avoir. super intéressant dans ce bouquin, c'est que justement, tu te rends compte à quel point la compta, ils s'appellent financial arts, c'est à quel point la compta, c'est totalement relatif, quoi. C'est-à-dire que, un truc tout con, mais si tu t'achètes un camion, du coup, tu t'amortis cet achat sur un nombre d'années. Sauf que le comptable est libre d'amortir sur le nombre d'années qu'il veut, tu vois. Il peut dire, bah, ce camion va servir pour 10 ans, il va servir pour 5 ans, et donc ça change. Et par exemple, un comptable qui veut en faire en sorte que les chiffres aient l'air bien, il a intérêt à faire en sorte que l'amortissement soit sur le plus longtemps possible, quoi. Mais s'il veut payer moins d'impôts, il faut qu'il le fasse C'est sur moins ça. de temps. C'est ça. Mais par exemple, si effectivement, il veut déduire ses impôts de cette année-là, bon, bah, il dit en fait, ce camion, on va l'utiliser pendant 2 ans, quoi. Et donc, du coup, hop, la moitié est sur cette année-là, du coup. Donc, c'est assez intéressant, ouais. Et c'est pour ça que tu as aussi des boîtes, par exemple, je pense que tu connais la boîte Enron, qui en gros, ils ont fait, tu peux regarder, je crois, le documentaire sur YouTube, où ils ont enculé leur monde pendant 10 ans, rien qu'en faussant la comptabilité, quoi. Et donc, c'est que 10 ans après que les gens se sont rendus compte que c'est tellement n'importe quoi de A à Z. Ok. Moi, je vais en citer trois rapidement que j'ai pas encore mentionné dans le podcast Nomad Digital. Le premier, c'est un bouquin qui s'appelle Résilience. Alors, du coup, je regrette je crois que c'est Eric Greitens. Attends, faut que je vais le rouvrir. C'est assez cool. C'est en fait ça me fait penser aux Lettres à Lucilius de Sénèque, mais en version moderne. Donc, c'est un bouquin qui se rapproche de la philosophie du stoïcisme, même si le mot stoïcisme, il me semble, n'est jamais présent dans le bouquin. C'est l'histoire d'un gars enfin, c'est deux mecs qui étaient dans l'armée ensemble. Ils étaient, il me semble, Navy Seals ou un truc comme ça. Et ensuite, ils rentrent chez eux et il y en a un qui a une carrière, qui réussit, qui monte des projets. Et il y en a un autre il a une famille, mais il est alcoolique, il s'en sort pas, il a pas de boulot, etc. Et c'est les lettres du mec qui a réussi et il donne des conseils en fait à son pote de régiment et il essaye de lui donner une nouvelle perspective sur la vie et de C'est comment vrai ou pas? rebondir suite à ses problèmes. Ouais, c'est vrai, Ok, intéressant. c'est le mec qui a écrit. Et d'ailleurs, depuis ce mec, pour te dire qu'il a réussi, depuis la publication du livre, il est devenu gouverneur de son État. Alors, je ne me souviens Ok. plus quel État, mais le mec est devenu gouverneur. C'est Eric Greitens. Et voilà, donc c'est l'histoire des lettres qu'il lui envoie. Donc, tu n'as que les lettres qui vont dans un sens. Les lettres qu'il lui écrit, et donc au filigrane, tu vois un peu les problèmes du mec, un peu sa vie. Il raconte des histoires qui viennent à la fois de sa vie et puis de leur passage dans l'armée. Et en fait, le thème essentiellement, c'est ça, c'est la résilience, quoi. C'est pourquoi est-ce que certaines personnes vont rebondir suite à un défi et d'autres non. Et j'ai trouvé le bouquin sur des sujets vachement, vachement durs, voilà, sur un sujet qui, franchement, les bouquins sur la résilience, il y en a 40 000 écrits par des psychologues, etc. Je trouve pas ça super convaincant. Là, je trouve ça vachement convaincant, vachement percutant. Voilà. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. Et puis ça se lit assez rapidement. Et c'est vraiment En fait, c'est drôle parce que c'est un bouquin qui va reprendre les concepts de la philosophie stoïque, mais sans le dire, tu vois. À une époque où c'est devenu cool et trendy de dire ah, ok, moi je m'inspire du stoïcisme, etc. Ce qu'on a fait de nombreuses fois dans Nomad Digital, lui il te donne un point différent sur la philosophie sans forcément s'en réclamer, mais essentiellement donnant des conseils qui sont similaires. Le deuxième bouquin, c'est un bouquin qui s'appelle Attached. Euh, donc c'est New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love. C'est un bouquin écrit par des psychologues. Bah, Et tu casses les psychologues juste avant et maintenant, ouais. Tu recommandes le bouquin, quoi. ouais, non mais je te dis, les bouquins écrits par des psychologues, c'est assez hit or miss. En gros, si tu veux, il y en a qui sont bons, qui sont basés sur des bonnes études, etc. Et il y en a où ils ont 2-3 études,
et ils vont te faire un storytelling autour pour te donner l'impression que les conseils qu'ils te donnent sont basés sur la science. Mais si tu veux vraiment lire les papiers qui sont derrière, la connexion est limitée. Parce qu'aujourd'hui, la science de la psychologie, il y a quand même, si tu t'intéresses un petit peu à la partie de la science, il y a quand même des vraies questions en termes de réplication des études, et beaucoup des études qui ont été beaucoup citées, des trucs sur lesquels ils ont fait des TED Talks avec 10 millions de vues, en fait, n'ont pas été répliqués. Donc, sur la partie de la science de la psychologie, j'ai parfois des doutes sur la valeur de la science. Là, pour le coup, c'est un truc où ils ont une théorie vachement solide, une théorie de l'attachement. C'est un mec qui s'appelle Bowlby. Essentiellement, c'est comment est-ce que les humains créent des liens avec d'autres êtres humains, à la fois dans l'enfance, mais surtout dans l'âge adulte. Et donc, c'est un bouquin essentiellement sur les relations de couple et sur la manière dont différentes personnes vont créer des attachements, en fait. Et le fait que, en particulier, si tu es avec quelqu'un qui a un style d'attachement qui est assez différent de toi. C'est un bouquin qui avait été recommandé sur le site de Mark Manson, un mec en fait qui a écrit pour moi le meilleur bouquin sur la séduction qui s'appelle Models. Et du coup, il avait recommandé ce bouquin sur le couple et j'étais voir et j'ai vraiment trouvé leur modèle vachement utile et il donne plein d'exemples. Et en fait, c'est juste un truc de mieux comprendre les besoins des gens et mieux comprendre les perspectives et la manière dont différentes personnes vont réagir à des situations. Et ça m'a vachement impacté cette année. C'est probablement, tu vois, dans la catégorie psychologie, celui que j'ai le plus aimé. Et finalement, un bouquin un petit peu créativité, marketing. C'est encore une fois notre ami que tu n'aimes pas trop, mais que j'aime beaucoup, Ryan Holiday. Il a sorti un nouveau bouquin? Il a sorti un nouveau bouquin qui s'appelle Perennial Seller. Mais après, à vrai dire, tu sais que je lui ai donné de l'argent parce que j'ai acheté c'est la pièce, là, Memento Mori. Ouais, Memento Mori. Tu l'as acheté toi aussi? Ah non, je ne l'ai pas acheté. Tu l'as fait expédier en Thaïlande? C'est arrivé? Ouais, c'est arrivé, je l'ai acheté entre les mains, là. Alors, c'est l'arnaque la plus complète du monde parce que le truc, ça doit coûter $1 à produire et te le vend $25. Mais bon, et je me suis dit, il n'y a pas de valeur. En fait, c'est tout con, mais c'est une pièce en fait où il y a écrit Memento Mori qui veut dire qui a un rappel que tu peux mourir à tout instant. Et donc, l'idée, en fait, globalement, c'est que tu as quelque chose de physique pour te rappeler un peu les valeurs du stoïcisme et notamment de te rappeler que ta mortalité, du coup, ça vaut peut-être pas le coup de t'énerver ou être stressé ou autre pour tel ou tel événement. Du coup, je me suis totalement fait avoir et j'en ai acheté 2 même. Si vas-y, tant qu'à donner de l'argent, t'en donner beaucoup. En plus, avec Expédition, en plus, je crois que j'ai payé au total peut-être $78 pour 2 pièces. Hein. C'est quand même. C'est genre, quelqu'un m'aurait dit ça, je me serais foutu de sa gueule, toi. Mais bon, je l'ai fait. Et au final, je ne regrette pas parce que c'est une pièce cool et ça peut être utile, je pense. Notamment, moi, j'utilise, je suis réussi récemment, donc, mais j'utilise notamment quand. Imaginons que je suis en train de travailler et que d'un coup, mon esprit dérive vers Reddit. Et que toi, du coup, je me regarde ça en me disant, est-ce que vraiment, imagine, tu vas mourir maintenant, est-ce que tu voudrais passer ton temps à aller sur Reddit, tu vois? Et tu la gardes où, la pièce, du coup? Tu la gardes sur ton bureau? C'est mon bureau, c'est ça, ouais. Je suis en bureau. Et toi, je le fais pour plein de trucs. Soit si y a une personne de mon équipe toi, si je sens un peu mon énervement monter par rapport à quelque chose, toi, je me dis, est-ce que c'est pareil, tu pourrais quitter la vie à tout moment, est-ce que tu veux passer ce moment-là, en tout cas, à cet instant-là, être énervé, quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu vas trouver quelque chose de plus intelligent à faire? Donc, toi, c'est un rappel physique utile. Le délire, c'est que je pense que tu pourrais prendre un bout d'élastique et c'est ça comme ton rappel physique. Hein. Toi, tu pourrais faire n'importe quoi. Là, c'est plutôt joli. Ouais, c'est cher, mais bon. Et après, c'est un peu. Toi, autant son bouquin, je l'ai pas du tout aimé. Le bouquin, je me rappelle même plus le nom maintenant. Lequel? Celui qu'on a critiqué, là. Obstacle in the Way ou Ego is the Enemy? Ego is the Enemy. Obstacle in the Way, je l'avais bien aimé. Autant, par contre, toi, je reçois chaque jour un email de Daily Stoic, on a déjà parlé. Et je trouve ces emails super cool. Et toi, c'est gratuit. Donc voilà, c'est un peu. De toute façon, moi, je suis très sensible à tout ce qui est, le principe de réciprocité. Non, mais le principe de réciprocité, je suis super sensible. Et récemment, par exemple, il y a un blogueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Taylor Pearson et j'ai beaucoup lu ses articles que j'ai beaucoup aimé. Et toi, j'ai acheté sa formation. Parce que j'étais intéressé par sa formation, mais surtout parce que toi, j'étais assez reconnaissant de tout ce qu'il a pu m'apporter sur les 2 dernières années. Donc généralement, si je me sens redevable, j'achète leur truc comme ça. On est égaux et mon karma est pas négatif. Yes. Donc pour le coup, Perennial Seller, c'est un bouquin qui revient un peu sur ses forces. Donc il faut savoir que Ryan Holiday, à l'origine, c'était un marketeur, il bossait chez American Apparel, etc. Maintenant, il a une boîte qui s'appelle Brass Balls où ils font du marketing de livres. Et puis lui-même, il écrit ses propres livres. Et il a eu des best-sellers, en particulier Obstacle is the Way. C'est un succès énorme. Ce bouquin, il est très populaire, en particulier dans le milieu du sport aux États-Unis. Les équipes de foot engagent Ryan Holiday maintenant comme speaker pour parler à leurs équipes, etc. Donc il a ce livre qui, en fait, parle de comment créer et marketer une œuvre qui va durer.
comment sortir un petit peu de l'éphémère et comment créer quelque chose qui va durer. Et c'est un peu dans son style habituel avec beaucoup d'exemples qui viennent de différents domaines. Et j'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Un peu de réflexion sur la créativité, un peu des bons conseils de marketing, très solide. Ce qui est drôle, c'est que j'ai passé ce bouquin à mon frère, qui d'habitude n'est pas du tout dans mes délires de business, etc. Et il a bien accroché à ce truc-là. Il faut savoir que mon frère, il est plus dans le domaine, il veut écrire des séries télé, ce genre de choses, il est scénariste. Et du coup, il a trouvé aussi, voilà, il a trouvé une vision intéressante sur le marketing, sur le fait de créer une œuvre qui va durer chez AMD. Donc ce bouquin m'a pas mal affecté, en particulier par rapport à mes objectifs de 2018, dont on va parler à l'instant. Mais on va commencer par toi, Paul, tes objectifs pour l'année prochaine. Moi, l'objectif global est assez clair en fait. Du coup, cette année, j'ai réussi à peu près à faire en sorte de créer une boîte qui en gros peut se maintenir sans moi, ou à quelques exceptions près, de façon là très temporaire, ça va pas être le cas pendant très longtemps. Euh, Globalement, toi, je pourrais partir pendant 1 an à l'étranger et je pense que la boîte pourrait se maintenir. Euh, je suis pas totalement sûr de ça, mais je pense, notamment si je donne encore une fois les clés les bonnes clés à chaque personne. Mais est-ce Euh, que si les gens partent, ils pourraient se remplacer en termes de recrutement? oui et non, mais je dirais que, mais ça, de toute façon, je pense que c'est un truc que tu peux, notamment pour tous les boulots qui sont un peu sophistiqués, c'est impossible, tu vois, qu'une personne parte et qu'une nouvelle personne arrive et 2 semaines après fasse le boulot aussi bien, quoi. Donc ça, tu vois, je le vois pas trop un problème. Après aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais eu qui que ce soit qui a quitté ma boîte, en fait. Euh, donc là, au total, il y a peut-être 35 personnes qui sont passées par ma boîte et il n'y a jamais personne qui est parti. Donc toi, c'est pas une grosse peur Volontairement. que j'ai. Volontairement. Ouais. Virer, j'en ai viré pas mal, mais volontairement, il y avait personne qui est parti. Donc c'est pas une grosse peur que j'ai. Euh, Dans le sens où il y a beaucoup de personnes à la boîte, notamment qui ont un. Toi, mine de rien, les jobs remote, ça reste quand même très rare. Notamment qui te laissent une autonomie en termes de temps, ainsi de suite. Et aussi qui sont les boîtes qui sont stables, en fait. C'est-à-dire que moi, ma boîte, c'est pas une start-up dans le sens où toi, on va pas plus avoir d'argent dans 3 mois. Ouais. Et toi, le business model est fiable. Toi, il y a le plan pour que la boîte grossisse et soit profitable et très clair. Donc, il y a pas ce, il y a pas ce, donc, c'est une des rares boîtes en remote qui est pas ça, quoi. Alors que la majorité des boîtes remote actuellement, c'est en gros, on veut créer un nouveau software, quoi. Il Ouais. y a beaucoup ça, j'ai l'impression. Donc, du coup, les gens ont des intérêts intérêt à rester en boîte. Donc, j'ai pas vraiment peur que les gens partent, non. Mais par contre, du coup, le focus du 2018, ça va être que la boîte non seulement se maintienne, mais aussi puisse grossir en fait sans moi. Et donc avoir les personnes qui elles-mêmes vont créer des plans pour grossir et pas juste pour maintenir le statu quo. Je vois aussi que tu as noté dans notre document un truc sur la méditation. Il me semble que tu n'avais pas accroché la dernière fois que tu avais tenté. J'en ai marre. Honnêtement, en fait, là, 2017, la méditation, c'était un énorme échec. Mais j'arrive pas à totalement abandonner parce que j'ai l'impression que ce serait utile pour moi. Parce que justement, j'ai l'impression d'avoir la personnalité qui aurait besoin de faire de la méditation. Mais le truc maintenant le truc nouveau que j'ai quand je fais la méditation, qui me fait vraiment chier, c'est qu'en gros, j'ai envie de me gratter partout. Genre, je reste comme ça, et d'un coup, j'ai envie de me gratter partout. Ouais, C'est genre ouais. incontrôlable. Et enfin, j'ai envie de me gratter dans un endroit où j'ai jamais envie de me gratter normalement, toi. Ouais, Donc c'est un truc psychologique. ça montre Ouais. bien que c'est mon cerveau qui résiste. Et donc, Ouais. donc je suis un peu face à un catch-22, c'est-à-dire que parce que j'ai ça, ça veut bien dire que j'ai besoin de méditer, mais parce que j'ai ça, j'arrive pas à méditer, en fait. Et donc, euh, et donc je pense que honnêtement, je vais faire un dernier gros effort en 2018 pour faire la méditation. Et si ça passe pas, j'abandonnerai définitivement parce que ça sert à rien non plus de me taper la tête contre ça éternellement. Correspond à quoi ton effort? Je pense notamment en mars. En mars, je pense que je vais essayer de faire un mois en mars. Vraiment tous les jours d'imitation, mais tenir bon gré, mal gré, quoi. Euh, Jusqu'ici, à vrai dire, mes efforts, ça a plutôt été de l'ordre d'une semaine. Donc là, l'objectif, c'est de faire un mois et comme ça, bon, si ça passe pas, au moins j'aurais tenté, quoi. Tu vas utiliser quoi comme méthode? Je pense que je vais essayer j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai essayé de les mantras, les machins trucs. Je pense que visiblement ça fonctionne le mieux pour beaucoup de personnes. Espèce, ça a fonctionné. Donc je me dis, il n'y a pas tellement de raisons pour que moi ça fonctionne pas, quoi. Je Donc suis c'est reparti ça. dessus aussi. C'est une bonne appli, surtout pour commencer, parce qu'ils te prennent un peu par la main. Et je trouve que leur aspect gamification est plutôt bien, où tu as l'impression d'avoir vraiment, ah putain, j'ai fait 3 jours d'affilée, 5 jours d'affilée, 30 jours d'affilée. Et la manière dont c'est fait, c'est assez accrocheur. Euh, Moi,
moi, j'ai parlé à l'instant de perennial seller et j'ai un peu teasé mes objectifs. Essentiellement, si tu veux, par rapport à mon thème de l'épisode, de se concentrer sur les forces que tu peux avoir. Et c'est clair que j'ai identifié que ce qui marchait le mieux pour moi et là où j'étais le meilleur et ce qui me donnait les meilleurs résultats sur 2017, c'était clairement le contenu, la continuité logique. Si tu veux pousser ce truc à fond et être vraiment ambitieux, ce serait d'écrire un bouquin. Parce que T'écris un c'est facile bouquin d'écrire, fiction ou non-fiction? d'écrire un bouquin non-fiction sur le marketing, etc. Ok. Parce que c'est assez facile, si tu veux, d'écrire un bouquin. Je pourrais, tu vois, j'ai l'habitude d'écrire, je pourrais écrire un bouquin assez rapidement. En anglais ou en Mais français? en français, juste là sur la continuité de Marketing Mania, tu vois. Ok. Qui pourrait d'ailleurs marcher à international au futur si je le fais assez bien. Mais tu vois, n'importe qui peut créer un bouquin et j'ai écrit déjà beaucoup de trucs. Mais ce que je voudrais faire, c'est aller un peu plus loin, tu vois, faire vraiment quelque chose qui pourrait apporter de la valeur, pas juste voilà, un bouquin écrit en 2 temps, 3 mouvements, ce qui veut dire vraiment un gros investissement en termes de temps pour synthétiser les idées, c'est de trouver un angle vraiment unique, essayer de raconter un truc vraiment, vraiment nouveau avec une grosse ambition. Et là-dessus, il y a un article vraiment excellent sur le site grosslab.com par le mec qui a écrit le bouquin Coaching Habit. Et en gros, c'est un mec qui a passé 3 ans à écrire son bouquin, il l'a auto-publié. Et son objectif, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il se dit, de toute manière, le bouquin, c'est pas ça qui va me rapporter des sous. Et donc le bouquin, ce que j'ai envie, c'est d'écrire un classique. J'ai envie d'écrire un bouquin où, quand les gens se demandent c'est quoi un bon bouquin sur le coaching, je veux que mon livre fasse partie du top 3. Tu vois. Et aujourd'hui, tu me dis, il y a quoi comme bouquin vraiment bien sur la persuasion? Il y en a quelques-uns, il y a Influence et Manipulation, il y a Predictably Irrational qui est pas mal, mais il y a encore plein de perspectives qui ne sont pas explorées. Et là, pour le coup, tu vois, en termes, une chose que j'ai réalisée, c'est que l'ambition, c'est pas forcément juste vouloir gagner plus d'argent. Tu vois. En termes d'ambition, de faire un projet créativement ultra dur, vraiment pouvoir essayer de créer un bouquin. Voilà. J'ai pas encore vraiment mis les étapes en place pour le faire, mais ce que ça veut dire, ça serait avoir un éditeur en gros. Probablement, j'ai un peu exploré le fait de faire un bouquin publié par un éditeur traditionnel, mais je pense que je le ferai pas parce que un éditeur traditionnel français, ça va être l'enfer. En grosso modo, tu recrutes ta propre équipe, des gens qui ont bossé en maison de publication et qui peuvent éditer ton bouquin, structurer, enfin tu vas monter tout le truc. Ça serait un projet. Après, sinon, Ça te prendrait pour combien moi, de temps, ça? il y avait une question, il y avait une question-réponse chez Tim Ferriss et en gros, il a dit si tu veux créer un bouquin, faut que tu sois prêt à être focus dessus pendant 1 an. Ok. Et c'est quelque chose mais que tu ça faire ça à veut coup dire sûr tout. ou là, tu es encore en train de réfléchir? C'est quoi Je le ferai, ouais. Je le ferai. C'est pas sûr à 100%, mais je dirais que c'est enclenché et je le ferai très probablement. Puis après, en même temps, c'est un truc normal de youtubeur de sortir son bouquin, tu vois. Ouais. Il suit un peu le Et, mouvement. si tu veux, c'est la logique, c'est la continuité. Tu dis, OK, mon contenu, mes idées, etc. Comment est-ce que tu solidifies ça et comment est-ce que tu concrétises le truc et tu crées une base. Et tout d'un coup, Stan de la chaîne YouTube Marketing Mania, mais aussi auteur de tel bouquin. Tu vois. Mais Et ça, si tu le peux bouquin mettre il sur est ton vraiment Twitter bien. aussi, ça c'est intéressant, tu vois, tu peux mettre Ouais. auteur. Et après, si t'es Effectivement. malin, est-ce que tu as investi un peu dans les cryptos? Parce que du coup, tu peux mettre Effectivement. crypto investor, Investisseur. c'est ça, auteur, crypto, Effectivement. Et donc, je auteur, peux avoir entrepreneur, investisseur. Ouais, youtubeur, ouais. c'est pas très bien, tu vois. Ouais, Vidéaste, c'est pas vidéaste, c'est bien, tu vois. donc la pure bio. Écoute, tu vois, en gros, si tu te dis que tu veux vraiment investir dans la création et dans les idées, etc., ça serait la prochaine étape logique pour moi. Alors la Tim Ferriss dit non, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que moi, je peux écrire dans une bonne journée, je peux écrire 2500, 3000 mots, mais je pense pas pouvoir le tenir sur des mois et des mois. Donc en gros, tu vois, tu veux écrire un bouquin de 50 000 mots, ça te prendra une dizaine de semaines, donc 2 mois et demi, en comptant une partie de la relecture, etc. Derrière, tu as tout un processus de marketing, de mise en place, de machin, tu vois, qui est quand même un peu lourd. Et les recherches, je les compte pas là-dedans. Donc c'est quand même un gros projet, si tu veux. Ça veut dire que tu dois y mettre un gros focus. Et pareil, c'est un projet, tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu le fais pour solidifier un positionnement, un branding et pour pouvoir essayer derrière de rebondir sur autre chose. Voilà, c'est mon idée, ça me fait vraiment kiffer de le faire. Et puis comme je peux me le permettre, tu vois, je n'ai pas vraiment besoin forcément de juste faire des choix qui sont là pour faire du cash de court terme. Donc ça va probablement être un projet assez majeur pour 2018. Mais le reste, si tu veux, c'est assez bien solidifié, c'est-à-dire cartonner YouTube. Là maintenant, Marketing Mania, c'est la plus grosse chaîne sur le thème du marketing en France.
Il y a un avantage énorme quand t'es au top, quoi. Tu as vraiment un effet boule de neige et les gros deviennent de plus en plus gros. Donc là, c'est juste voilà, pousser cet avantage-là, pousser cet angle. Et puis, euh, et puis voilà, le livre serait un projet assez ambitieux. Après, derrière, tu vois, je suis même pas exactement sûr si j'ai envie de lancer une nouvelle formation, parce que les formations que j'ai, elles sont bien, elles plaisent aux gens, elles couvrent pas mal de sujets. Voilà. Il est possible que je me concentre sur le contenu gratuit et puis sur un bouquin. Pour terminer cet épisode, il y a la chose que tout le monde attend, le roulement de tambour ultime, c'est l'anecdote de voyage de Paul sur la prison chinoise. Donc ça, prison chinoise, c'est un peu toi, ce sera un titre de youtubeur, tu vois. Je Ouais. me suis retrouvé dans la prison chinoise. Avec une miniature de toi C'est ça. qui fait une Derrière tête les barreaux. effrayée avec une flèche rouge sur la La flèche prison. rouge, c'est ça. Et avec un policier chinois qui lève la main comme ça. Pour me Entre kiffer, parenthèses, not clickbait. c'est ça. Euh, alors, l'histoire, ça commence. Je devais passer 5 jours en Chine. Et donc, tu as la possibilité, en fait, en passant par Hong Kong, de passer par la frontière entre Hong Kong et Shenzhen. Et en fait, ils te donnent un visa de 5 jours. Et donc, c'est un visa en arrival. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de prendre ton visa à l'ambassade de Chine, ce qui est un peu galère, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est parfait. Je reste 5 jours. Ce visa, il est valable 5 jours. C'est génial. Donc, je passe la frontière, tout va bien. Je passe mes 5 jours là-bas. Et après, et je repartais de Guangzhou, en fait. Et donc, j'arrive à l'aéroport de Guangzhou. Je passe devant la douane. Je présente mon passeport, ainsi de suite. Et là, le mec, il me dit non, c'est pas bon. Et en fait, et c'est 100% ma faute parce qu'en plus, je l'avais déjà lu. Euh, En fait, ce visa est sans valable pour Shenzhen. Donc, tu es censé rester dans Shenzhen. Et donc, moi, je m'étais retrouvé à Guangzhou. Euh, et il me dit donc, c'est pas bon. Euh, et là, ils se regroupent à 8. Alors, je sais pas pourquoi ils ont besoin de 8, mais ils se regroupent à 8. Ils commencent à débattre. Avec notamment une C'est pour ça que fille tu as voulu qui apprendre le parlait. chinois pour ce genre de C'est ça. situation. Alors putain, il se passe quoi? Et ils se débattent à 8 et avec une fille qui parle 3 mots d'anglais, enfin qui parle un tout petit peu anglais. Et en gros, elle m'explique qu'ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'ils me considèrent, tu vois, comme un illégal et du coup ils m'en foutent en prison, quoi, tout simplement. Ou est-ce qu'ils me donnent une chance, ils disent qu'ils n'ont rien vu et en gros ils me laissent repartir à Shenzhen et toi faire comme si de rien n'était et partir à Shenzhen, toi. Euh, donc ils débattent et ils arrivent à la conclusion, vas-y, on va dire qu'on n'a rien vu, tu pars et toi tu veux prendre l'aéroport de Shenzhen, tu prends ton vol et voilà, on va dire que c'est rien passé. Sauf que moi je suis un peu ambitieux et ça me plaît pas trop parce que déjà je dois rejoindre ma famille en Thaïlande et du coup je vous prends une journée et on se voyait pas beaucoup donc ça me fait un peu chier. Et surtout parce que je suis un peu radin donc il aurait fallu reprendre un billet d'avion et toi sur un temps aussi court ça aurait été assez cher donc ça faisait chier de payer 500 € de plus quoi. Et donc je dis est-ce qu'on peut pas trouver une autre solution tu vois. Ils sont là, et bizarrement, tu vois, ils l'ont pas mal pris, toi. Je pensais qu'ils allaient s'énerver, non, ils l'ont pas mal pris. Ils ont rediscuté entre eux, et après, ils ont réfléchi, et la fille, elle m'a dit, d'accord, mais il y aura une punition. Elle a dit, une punition, punishment. Non, non. Alors je commençais un peu à regretter, tu vois. Je me suis dit, putain, merde, j'aurais dû fermer ma gueule, j'ai dû repartir à Shenzhen, et je dis, punition, je demande, ok. Et elle me dit, alors, tu payes 500 RMB, ce qui correspond, je crois, après 100 €, peut-être un peu moins. Euh, d'amende et tu restes 1 heure dans la cellule. Euh, et donc là, C'est à ce moment-là, symbolique, c'est quoi? C'est tu vas au coin, c'est ouais, c'est ça, si tu vas au coin, c'est exactement ça. pour pas perdre la face en fait, c'est ça? Je Ils sont pense, obligés quand même de te punir. je pense que c'est ça, ouais, je pense. Et du coup, il restait encore 1h30 avant le départ de mon vol. Donc ça me paraissait tendu, mais ça me semblait aller. Au lieu d'aller à la porte et te faire chier, tu vas en prison à la place quoi. C'est ça. Mais du coup, au lieu de me foutre directement dans la prison, ces abrutis, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils remplissaient de la paperasse. Et donc, je rentre dans la prison, il reste, je suis censé rester 1 heure dans cette cellule, et mon vol part dans 1 heure, toi. Donc, en gros, je louperai, toi. C'est parce qu'en plus, ça ferme 15 minutes avant, la porte. Je crois le temps précis, c'est qu'il me restait 1h07 avant mon vol, au moins, ils m'ont fait rentrer dans la prison. Et toi, ils ont même un chrono, hein, c'est du sérieux. Et donc, il y a la fille qui reste avec moi dans la cellule. En fait, faut Ça mettre ressemble la à quoi la cellule. cellule? En fait, c'est une cellule avec, tu sais, les quatre murs qui sont transparents, en fait. Euh, What? ouais, je sais pas, Comme dans X-Men? c'est exactement ça. En fait, c'est tout transparent, ouais. C'est en verre ou je sais pas quoi. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que du coup, c'est juste en face de là où tous les gens sortent. C'est qu'ils passaient douane. Donc, ils me voyaient tous assis dans la prison, dans une petite cellule là, assis dans une petite cellule. En sachant que dans cette cellule, t'as pas le droit de regarder ton téléphone. C'est un peu chiant. Euh,
Et donc, Là, t'as médité, c'est bon, t'as ah, une heure de non, méditation. mais du coup, je commence à. Moi, aussi très clair, c'est de pouvoir sortir plus tôt que prévu que cette cellule, tu vois. Bon, déjà, ça commence mal parce que, je sais pas, ils doivent s'ennuyer. Et en gros, le machin chef et deux, trois autres mecs rentrent dans la cellule et ils commencent à vouloir me fouiller. Alors, ça, c'est le truc encore plus absurde du monde, c'est que les mecs, ils ont chopé genre une sorte de rideau. Et genre, il y a deux mecs qui tiennent le rideau pour que je puisse genre me mettre. Alors, ce qui est bizarre en plus, c'est que, genre, ils m'ont demandé de retirer mon t-shirt, mais il n'y a rien d'autre, tu vois. Je sais pas pourquoi. Donc, déjà, c'était super chelou. Et après, ils veulent aussi fouiller mon sac. Donc, très bien, ils fouillent mon sac, on vide le sac, ainsi de suite. Et à un moment, il me dit, il veut regarder dans l'ordinateur. Et là, je suis pas bien, parce qu'il me dit, il y a forcément des trucs sur l'ordinateur, ça passera pas en Chine, tu vois. Ouais. Donc, je dis, je suis pas bien. Et Genre là, ta là, collection de films bah non, parce que ça, toi, américains, un truc comme ça. c'est américain. C'est ça, ouais. Mais du coup, peut-être à un moment, je viens juste Jackie Chan, je me suis moqué de lui, on sait jamais exactement la raison. Mais du coup, c'est ça le truc le plus génial qui s'est jamais arrivé, c'est que ils ont pris mon ordi, en fait, il n'y avait plus de batterie. Et mon chargeur, tu sais, il n'était pas adapté aux prises chinoises, tu vois, parce que dans les hôtels, ils ont toujours des prises internationales, donc je ne m'étais pas Ouais. fait chier. Et donc, du coup, ils ont pris le truc, ils ont essayé de le brancher, ça ne fonctionnait pas, et ils ont abandonné. Ils ont juste fait, ah bah ok. Donc voilà, si vous ne voulez pas que les Chinois aient accès à votre ordinateur, vous avez juste qu'il n'ait pas de batterie et que votre chargeur ne soit pas compatible avec les prises chinoises. Ça, c'est assez génial. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé, ils ont fini par partir. Donc je parlais avec la policière chinoise, donc en sachant qu'elle a à peu près le même niveau d'anglais que j'ai le niveau de chinois, donc c'est assez compliqué. Ça va un peu à droite à gauche, et je lui explique le temps, machin truc, que c'est chaud, ça passera pas. Et je dis, est-ce que vous pouvez. Je lui explique que je vais voir ma famille, je lui montre des photos. Enfin, en fait, il y a un gros signe qui. Comme tu sais, les mecs dans les films où ils sont pris en otage. J'ai des enfants, regardez leurs photos, c'est le petit Tim. Non, mais en gros, il y avait un signe avec Pablo au téléphone, tu sais, donc téléphone de poche, je le sors tu sais, petit à petit en lui montrant clairement, j'allais sortir mon téléphone, c'est pour est-ce que c'est ok, est-ce que c'est ok, elle me fait ouais, c'est ok. Et donc, je commence à lui montrer, ouais, du coup, enfin, j'ai accès à Google, du coup, c'est Baidu Translate, c'est l'équivalent de Google Translate, donc ça fluidifie comme par la conversation, et j'explique la situation complète. Elle me dit, non, je peux rien faire, je peux rien faire. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé, là, peut-être. En gros, 15 minutes avant la fin, elle m'a laissé sortir. Et donc, du coup, j'ai couru à ma porte et j'ai eu mon avion. Incroyable, parfait. Et du coup, je lui remercie pour ce sacrifice parce que je sais pas trop où aller maintenant. Ça se trouve, elle est dans un goulag chinois pour avoir échappé le prisonnier. Et voilà, c'était ça mon anecdote qui était assez. Mais tu Départ prends de vraiment Chine tous les assez risques, éventé, quoi. quoi. À chaque fois de négocier le truc et tout, tu. T'as pas peur qu'il y a un mec qui fasse son chef et qui soit vénère, que tu le fasses chier et qui te dise ok, tu veux passer de la nuit en cellule? Mais tu sais que l'autre anecdote, j'ai déjà raconté je pense que, tu sais, c'est quand j'avais passé les douanes Ouais. malaisiennes. Et je pense qu'en fait, non mais, bah, moi en fait, je vois le prix du billet d'avion que je vais devoir racheter et ça m'énerve, tu vois. Genre, ça m'est pas bien, c'est vraiment tout sauf ça, quoi. Donc, moi, je me voyais aller sur Scanner et payer 600 euros mon nouveau billet d'avion et ça me faisait vraiment chier, quoi. Donc ouais, je voulais trouver autre chose et du coup, tout s'est bien terminé, j'étais content. C'était une expérience. Et donc, du coup, prison, c'est un peu exagéré parce que c'est une La cellule prison. transparente. C'est une cellule transparente, quoi. J'y suis resté 45 minutes. Ouais, Mais c'est quoi pour retenir pourquoi est-ce que la cellule est transparente? Parce que c'est un truc, c'est les Chinois, donc c'est pour te faire honte, c'est ça? Non, je sais C'est pas. comme Mais le je pense, pilori. non, mais je pense. Je sais pas. De toute façon, vous pouvez le voir hein, si vous partez de l'aéroport de Guangzhou. Vous verrez la cellule transparente. Je suis resté, hein, vous pouvez prendre une petite photo. T'as gravé ton nom, t'as C'est gravé ça, le j'ai le nombre temps, de 45 minutes. minutes. C'est ça, je commence à creuser un tunnel en dessous. Le poster, faut regarder en dessous du poster en fait. Non, et transparent, le tunnel. à mon avis, c'est peut-être plus pour qu'ils puissent te surveiller de l'extérieur. Je sais pas. Ouais. Non mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la cellule a besoin d'être à l'endroit où les passagers Bah, en fait, de l'aéroport te voient? tu passes les douanes, tu fais trois pas et tu es dans la Ok. cellule en fait. C'est Ouais. vraiment, tu sais, tout est ensemble, tu vois. Il y a aussi le bureau des douanes, c'est qui est juste derrière, généralement, les sortes de petits comptoirs là. Bah, toi, c'est à côté, quoi. Donc, je sais pas si c'est but. Mais après, je pense qu'il y a un but du milieu parce que juste une heure, je pense qu'il y a une volonté, toi, bon, bah, t'as pas respecté les règles, ils tapent sur les doigts et puis voilà, quoi. Ouais. Bon. C'était cool qu'on ait pu avoir cette anecdote. Je pense que les auditeurs seront contents. Sur ce, on va se quitter. Je pense que c'est l'épisode le plus long de l'histoire de Nomade Digital. T'en penses quoi?
À 1h40, voilà, on a battu le record. On a pété les records, donc voilà, vous l'aurez attendu, mais vous aurez au moins eu un peu de contenu. On va se quitter là. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Nomad Digital où on fera une question-réponse. On avait posé la question sur Facebook et puis par mail pour que vous nous posiez vos questions, donc on répondra là-dessus. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur nomaddigitalpodcast.com pour vous retrouver les différents épisodes du podcast. Vous l'aurez deviné, je suis en train de lire le script habituel qu'on utilise pour Nomad Digital. Laissez-nous une évaluation 5 étoiles parce que on en a plein et on en veut encore plus. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour notre épisode FAQ. À la semaine prochaine, bye bye.